Voilà, alors, si vous voulez, on va commencer. Bon, donc, je vous remercie d'être venu. La fin de l'année scolaire 2015-2016 est un petit peu perturbée. Hein. Vous avez, il y a eu des changements de date. La conférence d'aujourd'hui était prévue initialement la semaine dernière. Il n'y avait pas d'électricité dans le bâtiment. Ah non, j'étais prévenu au dernier moment et donc il a fallu décaler. Et la conférence d'Alassani, qui était prévue initialement le 6 mai, finalement a lieu le 20 mai. Hein, donc retenez bien aussi, c'est le 20 mai, Alain Samy. Alors là, c'est parce que bon, Alain Samy, c'est des problèmes d'emploi du temps, il devait partir, il devait faire un voyage à l'étranger à partir de la mi-mai. Donc on avait prévu initialement le 6 mai, mais bon, son voyage a été annulé, donc on l'a décalé 2 jours et c'est mieux parce que le 6 mai, c'est le week-end prolongé de l'Ascension. Donc il y a beaucoup de personnes qui auraient été gênées. Alors vous avez vu, je vous ai envoyé un bon de commande pour le livre d'Alain Samy. Je vous ai envoyé ça par Internet. Ceux qui n'ont pas Internet pourront en avoir un exemplaire papier. Hein. J'en ai quelques-uns ici. Alors le livre, je peux vous le montrer. Parce que j'ai reçu la maquette ce matin. Hein, donc c'est ce livre-là. Donc c'est pas nous qui l'éditons, hein, c'est édité par le livre d'histoire. Donc ce sera en vente à 34 €. Hein. Et donc nous, on a pu négocier une petite remise avec l'éditeur. Donc nous, on vous le propose à 32,30 €. Hein. Et donc vous pouvez m'envoyer le bulletin de commande si ça vous intéresse. Et en fonction du nombre de bulletins de commande reçus, j'achèterai un nombre d'exemplaires à l'éditeur. Hein. Mais je dois quand même savoir à peu près combien vous en voulez. Hein. On ne va pas faire de stock, je ne vais pas garder ça dans mon garage indéfiniment. Hein. Donc si vous pouvez, envoyez-moi votre bon de commande. Donc ça c'est le 20 mai. Hein. Donc le 20 mai, il viendra présenter son livre. Voilà. Alors j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Van den Bosch, donc il va nous parler de l'histoire de l'asile de l'hôpital de Prémontré pendant la Première Guerre mondiale, en particulier la terrible année 1915. Donc ça va nous permettre de faire un petit peu d'histoire hospitalière. Ça c'est quelque chose, l'histoire des hôpitaux, c'est quelque chose qu'on traite rarement à la Société historique. Mais bon, on va avoir plusieurs conférences d'histoire hospitalière cette année. Au mois de septembre, le 30 septembre, Madame Dinet, qui est maintenant à la retraite, mais qui a enseigné à l'université d'Amiens, viendra nous parler de l'histoire des hôpitaux de Picardie. Vous savez peut-être qu'elle a dirigé un ouvrage sur le sujet qui est paru récemment. Et ce sera une conférence à 3 voix, puisque Fabienne Bibliot, elle nous parlera de l'histoire des hôpitaux de l'Aisne. Et Jean-Christophe Humain, il nous parlera plus particulièrement de l'histoire des hôpitaux de Laon. Voilà. Donc ça, ce sera le vendredi 30 septembre de 2016 à la rentrée. Hein. Donc vous recevrez le programme à la fin du mois d'août. Et vous pouvez retenir aussi, donc au mois d'octobre, le 9 octobre, ce sera la journée de la fédération. Et cette année, elle se déroulera à Villers-Cotterêts. Voilà. Et sinon, après, au mois d'octobre, on aura Madame Plouvier qui viendra faire une conférence. Et au mois de novembre, Madame Joran. Et au mois de décembre, c'est Frédéric Poitvin qui nous parlera d'une avis de la région. Voilà. Ah, donc le programme est déjà fait jusqu'au début de l'année 2017. Donc, M. Van den Bosch, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Il travaille, il n'est pas historien professionnel, mais il travaille à l'hôpital de Saint-Quentin. Et il a eu la possibilité de faire un mémoire de master. Et il a décidé de consacrer ce mémoire de master à l'histoire de l'abbaye de Prémontré pendant la Première Guerre mondiale. Donc ça lui a permis de faire de belles découvertes qui l'ont mené jusqu'en Belgique. Hein. Et en particulier, il a pu mettre en lumière des événements de l'année 1915
qui ont été assez terribles, une grande famine qui a sévi dans l'hôpital. Alors j'ai découvert M. Vanden Bossche par le biais d'un article de l'Aide Nouvelle, qui est paru il y a un petit peu plus d'1 an. C'est ça qui m'a donné envie de contacter pour le faire venir ici. Voilà, alors je vous remercie d'être venu et on vous écoute avec plaisir. Je vous remercie. Eh bien, écoutez, je suis très impressionné, donc ne m'en veuillez pas si je bafouille un peu au début, après je ne vous regarderai plus, donc ça devrait aller tout seul. Donc je vous parlais effectivement de l'asile prémontré, j'ai gardé le mot asile, puisqu'à l'époque c'est la terminologie qu'on employait. L'asile de Prémontré et la Première Guerre mondiale. Alors, avant de commencer, je viens vous dire que c'était une magnifique aventure. J'ai rencontré énormément de personnes en Belgique, des religieux, des laïcs, des médecins, des historiens, des apprentis historiens, ce que je ne suis pas, comme je vais me dévoiler dans un instant. Oui. Alors, ce que je vous propose, c'est juste 7 points. D'abord, le contexte de l'étude, parce qu'il faut aussi que je vous parle, moi, de mes propres limites dans le développement du sujet. De par ma non-culture, on va dire, d'historien. On fera un rapide panorama historique de Prémontré, mais je pense que vous le connaissez grâce au livre de Madame Clouvier, donc ça on fera rapidement. On partira d'un article, parce qu'en même temps je me suis dit, tiens, je vais essayer de suivre en même temps que moi j'ai pu découvrir cette aventure-là. Parce que moi je suis parti d'un article, voilà, qui était paru comme ça, qui c'était sur un site. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné un nom, qui m'a donné une piste. Je suis allé voir, j'ai téléphoné à des homonymes, j'ai téléphoné à 10 personnes, c'était toujours pas la bonne, la 11e c'était la bonne, vous voyez, des choses comme ça. C'était une véritable aventure, j'ai rencontré que des gens fort sympathiques, qui m'ont tous aidé, qui sont tous un peu décarcassés, on va dire, pour retrouver des fois dans leurs connaissances, dans leurs souvenirs, dans leur mémoire, des choses qui pouvaient m'intéresser. Donc, le docteur Charpentier, on parlera de famine et de mortalité. Je vous parlerai des protagonistes, puisqu'à un moment donné, nous sommes tous acteurs. Nous sommes acteurs de notre vie aujourd'hui, et si aujourd'hui, ensemble, on va regarder un peu du passé, nous sommes surtout acteurs du présent. Ça, c'est extrêmement important. C'est souvent une chose qu'on oublie, parce que moi, en étudiant ce sujet, je me suis posé des questions sur ce que j'étais, en tant que citoyen, en tant qu'électeur, en tant qu'être vivant, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça les protagonistes. Ensuite, j'ai appelé ça les faits. Les faits tels que vont les décrire les protagonistes. Nous verrons aussi quelles sont les limites que peuvent être un témoignage. C'est très intéressant. L'après-mémoire, c'est parce que moi, j'ai reçu encore des choses, une fois que j'ai rendu ce mémoire, et des choses très intéressantes. D'ailleurs, je continue, et j'espère d'ailleurs que vous pourrez m'aider, puisque je vous donnerai une liste après de communes. Si jamais vous avez des témoignages dessus, je suis preneur, bien sûr, pour continuer ce travail-là. Et enfin, quelques interrogations, parce que comme je vous disais, je suis citoyen, je suis un être humain, donc je vous pose des questions sur ma société aujourd'hui, à travers donc cet exemple. Alors on y va. Hop, 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 hop. On revient un peu en arrière. Alors, ça, c'est à force d'appuyer dessus, excusez-moi. Où est-ce qu'il est, ce truc-là? On remonte. J'aime bien l'informatique, mais l'informatique ne m'aime pas. C'est assez curieux, et je travaille tous les jours dessus, puisque moi je suis contrôleur de gestion au Centre hospitalier de Saint-Quentin. Il n'y a pas de sous-métier. Mais je suis plus à l'aise avec des chirurgiens qui m'en veulent que je le suis avec vous aujourd'hui, tiens, je veux le dire quand même, donc ayez pitié. Alors en fait, c'est dans le cadre d'un DU, la DU d'histoire de la médecine de l'Université Paris-Descartes, sous la direction du professeur Patrick Berche, un formidable conteur qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle l'Histoire des microbes, que je vous conseille, parce que ça raconte en fait la vie du monde, toute la planète, différentes époques, à travers les microbes. J'ai d'abord une formation de juriste, de droit des collectivités locales et gestion financière, et j'ai vu qu'un S s'était glissé, que j'ai obtenu à l'Université de la Sorbonne, un master 2 de droit notarial à l'Université de Nanterre, un DU d'organisation et de gestion d'unité de chirurgie ambulatoire, et un DU d'information médicale. Comme vous voyez, je ne suis absolument pas historien. Je suis amateur, j'aime m'intéresser, ça me donne du plaisir à lire, à découvrir. J'aime bien écouter aussi Stéphane Bern, parce que je trouve qu'il parle très bien, même si j'avoue qu'il y a des sujets que j'aurais préféré qu'il aille voir ailleurs, parce que bon, l'étude de nos rois, c'est amusant, mais bon, à un certain point, mais ça c'est mon opinion. Donc pas historien, et comme je disais, avant tout humain. Si je précise tout ça, c'est parce qu'à un moment donné, dans les interrogations, vous verrez que je parlerai de la puissance publique, qui est une notion extrêmement importante en droit public, et sur laquelle on va pouvoir peut-être s'interroger à travers cet exemple. Voilà. Et je vous remercie par avance, vous voyez, on peut y aller.
D'abord, le panorama, histoire de vous montrer. Là, je vais aller très vite. Vous avez un très bon livre de Madame Plouvier dessus. Donc, pour rappel, rapidement, c'est un établissement donc, qui existe depuis le XIIe siècle, on est d'accord, qui a été à la fois, qui a été le centre d'un ordre religieux, donc, bien sûr, un hôpital militaire, une verrerie, un orphelinat, un asile à partir de 1867. D'accord, mais c'est parce que c'était une loi de 1838 qui obligeait les départements à s'organiser pour accueillir notamment les indigents, parce que dans la notion de folie, elle est extrêmement élastique, je dirais, avec le temps. L'indigence, le fait de mendier, le fait de ne pas avoir de métier, pouvait conduire effectivement parfois à être interné. J'ai étudié aussi l'asile de Dave-les-Namur, où je me suis rendu d'ailleurs, c'était extrêmement intéressant parce qu'ils ont encore tous leurs documents depuis 1901, donc il y a beaucoup de choses à voir. Le personnel de Prémontré, donc c'est une composante à la fois laïque et religieuse. Nous sommes là en 14-18, 1905 est pas loin. On sent encore aussi les batailles au niveau politique, dans les assemblées à ce sujet-là. Les Sœurs de la Charité, donc soignaient bien sûr les femmes de l'asile, ça va de soi. Elles s'occupaient notamment de tout ce qui était la gestion de buanderie, la lingerie, les soins à donner, les traitements, ce qu'on appelait les traitements à donner aux femmes. Les médecins-chefs, le premier, notamment Jules Dagron, était, on va dire, un tenant de Pinel, donc pour lequel il voyait une fermeté, une douceur en même temps dans le traitement des patients. D'accord, il fallait absolument qu'il puisse s'exprimer, ne pas être forcément enfermé. Il pouvait exprimer une religion à condition que ça n'altère pas son comportement. C'était la règle. Donc, comme je vous dis, entre douceur, bienveillance, mais une certaine fermeté. Voilà. Là, je vais aller vite, parce que tout ça, je pense que vous l'avez. Voilà. Voilà. Donc, d'abord, quelques photos qui ont été prises, vous voyez, par Monsieur Charpentier, le docteur Charpentier, on va parler juste après. Donc, j'ai retrouvé ce document sur un site, le site du docteur Kerr, qui fait une histoire de la psychiatrie. Vous pouvez trouver donc sur internet, c'est très intéressant. Vous voyez, on voit le haut du bel escalier, qui existe toujours. On voit le pigeonnier, on a discuté avec M. Barbeau tout à l'heure, on voit le pigeonnier, on n'en trouve plus qu'en tirage. J'en ai vu un comme ça à peu près en tirage il y a quelques années. Encore quelques photos, cartes postales. Vous verrez après celle d'instruction. Voilà. Et là, vous voyez, ça c'est une version allemande. Je ne vous ai pas montré. On y va. Docteur Charpentier, la famine et la mortalité. Ça a commencé, mon aventure, par un article. Un article qui est paru dans l'informateur des aliénistes et des neurologistes. Un article donc, de ce médecin de 1921. Ce docteur Charpentier parlait d'une épidémie de cachexie œdémateuse et d'anasarque essentiel. Il disait en 1921 qu'il était retourné à Prémontré, puisqu'il y avait été médecin. Il avait été mobilisé vers la mi-août 1914. Il est revenu donc juste à la fin de la guerre et il a constaté pour lui, et il a écrit un article disant qu'il y avait une surmortalité pour cause de sous-alimentation. Mais il n'avait pas de dossier. Aucun dossier n'était présent, aucun fait, aucun chiffre ne sont donnés dans les différents documents. Donc j'ai gratté la tête, je me suis dit, mais comment on peut faire pour retrouver? Comment on peut faire pour prouver ou au moins alimenter cette affirmation? Il dit que la mortalité considérable dont parle le docteur Ravière, nous en reparlerons, fut due pour une petite part à la fièvre typhoïde, ça aussi vous allez voir c'est intéressant, mais pour la plus grande part à une véritable épidémie de cachexie œdémateuse. Quand il parle d'épidémie, c'est pas au sens propre du terme bien évidemment, puisque la cachexie œdémateuse c'est une conséquence en fait. Donc c'est pas une épidémie au sens maladif du terme. Bien évidemment, il met en rapport ce qu'a vécu la population dans l'Aisne à l'époque. Pareil, je ne vais pas m'étendre, il y a énormément de travaux qui ont été faits dessus. D'ailleurs, un livre qu'on vient de l'offrir, voilà, qui s'appelle Les civils de l'Aisne dans la guerre, qui confirme un peu ce que disait Monsieur Nivet aussi, qui a fait beaucoup de livres sur cette occupation en 14-18. Docteur Charpentier, donc, ne sont pas basés sur une étude, je vous disais, il parle aussi dans cet article du rôle important du receveur économe, Monsieur Le Tombe Édouard et de ses enfants, qui ont pris en charge carrément l'établissement pendant cette période, pour une simple et bonne raison, c'est que le médecin-chef responsable, Dr Maslon, est parti le 31, avec sa famille. Premier problème de Prémontré, premier cas d'isolement, car nous verrons que c'est un isolement pluriel
qui est aussi la cause de l'aggravation de la problématique. Et d'ailleurs, il dit, si l'on veut avoir une idée de la vie que fut celle du personnel et des malades de l'asile de Prémontré pendant l'occupation ennemie, vie faite d'angoisse, d'humiliation, de privation, qui aboutit au grand déchirement final de l'évacuation, on en parlera aussi, il faudrait lire l'admirable récit écrit par Mlle Marguerite Letombe, fille du receveur économe. À titre anecdotique, lorsque j'ai rencontré le maire de Prémontré, il m'a dit il me semble qu'il y a bien un avocat sur Chauny qui doit être de la famille de monsieur Letombe. Je suis donc appelé. Je lui ai demandé si éventuellement il n'avait pas ce descriptif, ce témoignage. Il m'a répondu 3 semaines après en me disant si, je l'ai. Et juste pour l'anecdote, donc moi je vous rapporte, en fait ce document a été perdu pendant une vingtaine d'années dans la famille, a été retrouvé sur une brocante par un directeur de l'établissement Prémontré, qui connaissait, comme quoi le monde est petit, qui connaissait justement ce petit-neveu et qui lui a rendu. Donc cette première référence en 1921 avait disparu. On l'a retrouvée, je me suis empressé de la photocopier et de la mettre dans mon mémoire, l'original étant toujours chez Maître Hermann, bien évidemment. Mais je l'ai étudié avec plaisir, c'est extrêmement intéressant, nous aurons l'occasion encore d'en discuter. Il parle aussi du professeur Georges Raviard, pareil, très connu dans le Nord, et je remercie les archives du département du Nord de m'avoir permis d'accéder aux différents écrits qu'il a pu faire, notamment sur l'évacuation des patients en Belgique. Je disais aussi que l'auteur Charpentier n'a pas vécu les événements. Ça, il a été très vite fait prisonnier. Il a été très vite fait envoyé dans un camp. C'est pas moi là. Vous voyez ? Non. Voilà. Il a été mobilisé, donc je disais, le 12 août 14, excusez-moi, je pensais que c'était en milieu. Il a été installé dans un camp en Westphalie, d'accord, dans lequel il y a eu de fortes épidémies de typhus. Et il disait la chose suivante. Il disait « J'ai connu les offres du persécuté systématisé à qui on promet toujours sa sortie sans jamais lui donner. N'ai-je pas eu des hallucinations, tout au moins des illusions? Il me semblait apercevoir derrière les grilles tel ou tel malade de Prémontré, déguisé en sentinelle allemande et ricanant en bénissant la justice immanente. » Il ne l'a pas vécu, mais ça l'a certainement fortement touché, son expérience personnelle et puis l'expérience qu'il a pu avoir à Prémontré. Mais c'est le premier à avoir dit à un moment donné, en 1915, à Prémontré, pour cause de barbarie allemande, mais c'est l'époque qui veut ça, nous verrons que c'est un peu plus mitigé à dire, les hommes, les patients, sont décédés pour cause de sous-alimentation. Donc il le dit. Bien. À nous de voir si on peut arriver à suivre son raisonnement. Donc il ne les a pas vécus, on est d'accord. Hop. Alors les protagonistes, je vais vous parler des aliénés, parce que c'est une population. Je vais vous parler des témoins, parce qu'ils ont aussi leur façon de voir les choses, on verra. Et je vous parle rapidement des archives. Alors, les archives, ça va aller très vite, c'est pour ça que je me permets, je ne vais pas développer là, mais je vais vous en dire 2 mots. D'abord, les archives de Prémontré ne contiennent plus les dossiers médicaux de cette période. Ça, c'est clair, c'est net, et pourtant, à un moment donné, les Allemands ont accepté que Édouard Letombe, donc qui est devenu le responsable de fait de Prémontré, les fasse embarquer à Saint-Quentin contre reçu, avec des valeurs des patients, avec d'autres éléments importants de l'établissement. Donc les archives Prémontré, je n'ai pas pu les avoir. Les archives départementales du Nord, elles, m'ont donné effectivement les rapports du docteur Raviard, extrêmement intéressants, très scientifiques, effectivement, de par sa formation. Donc c'est un témoin un peu à part, on va dire, quelque part, si on devait s'arrêter sur la véracité des choses. Et à Davelet-Namur, il y a effectivement il y a eu plusieurs historiens locaux, des frères, qui font état de la venue donc, des patients de Prémontré. On aura l'occasion de voir certains éléments de leur écrit, vous verrez, c'est assez intéressant, c'est parfois très parti pris, on va dire, mais c'est encore une fois, c'est l'époque qui veut ça. Donc les archives, on va très vite, on va aller directement sur les aliénés. Là, c'est vraiment pas moi. Pour, on ne sait jamais. Je disais que c'est une... Voilà. Pour cette part-là. J'essaie de parler plus fort. Je pense que vous m'entendrez quand même. On va essayer, non? Si? Là. Ah, là, ça y est, ça va mieux? Bon, alors on y va.
Juste un petit point comme ça, mais c'est aussi au titre de l'anecdote. Il faut savoir que 14-18, comme je vous disais, c'est une période assez particulière, pas uniquement parce que c'est la guerre, hein, mais c'est aussi une époque où le partage colonialiste débute, où on commence à avoir des puissances économiques, où on s'affronte à travers des économies, on s'affronte à travers donc une culture qu'on met en avant, à travers des traités plus ou moins secrets. Il faut même savoir d'ailleurs que Conan Doyle, l'écrivain qui a inventé donc Sherlock Holmes, en 1917 lui fait, dans le livre Son dernier coup d'archer, lui fait découvrir un espion Boche. Vous voyez ? Alors je ne sais pas si c'est le traducteur qui a dit Boche, si Conan Doyle l'avait dit en anglais ou pas, mais en tout cas ça dénote bien, on va dire, cette espèce de dichotomie qui existait à l'époque, qui fait que forcément, entre ennemis, on a du mal à se comprendre parfois, et surtout entre ceux qui décident de la guerre. Alors on y va pour les aliénés. Qui étaient-ils ? Nous allons voir effectivement la situation familiale, les métiers, l'origine géographique, la moyenne d'âge et la durée de séjour. Parce que ça vous montrera un peu, on va dire, comment était constitué l'établissement. Il faut savoir, par exemple, un établissement de manière générale, qui fait beaucoup de travail d'agriculture, quand il a plus de femmes que d'hommes, il a moins de main-d'œuvre. C'est aussi bête à dire, mais c'est vrai. Certains ont développé, on va dire, si je puis dire, la captation, pas pour montrer mes dots que j'ai pu étudier, ont essayé de capter certains métiers pour pouvoir développer une certaine industrie. Du fer, par exemple, ou du cuir, notamment à David Namur. Donc, leur provenance est toujours intéressante et toujours importante. Alors, la situation familiale, qu'est-ce qu'on a ? Alors, vous excusez, parce que comme je ne vois pas bien ici. Alors, on a 650 malades hommes, 750 malades femmes, 52 sœurs, 60 infirmières, des employés et ouvriers dans différents corps de métier. Voilà ce que nous disent les témoins et sur lesquels ils s'accordent. Moi, j'ai pris deux sources. J'ai pris les registres de décès de la commune et les registres des placements dans les îles de Prémontré. Ce sont les deux seuls éléments sur lesquels je pouvais me baser pour pouvoir commencer à faire quelques statistiques, à faire à dénoter quelques tendances avec le temps. Donc, on se basera là-dessus, sur la déclaration de témoins. On va prendre 650 malades hommes, 750 malades femmes, et vous voyez, c'est la même tendance que ce qui est indiqué au-dessus. Une description descriptive complète des patients n'était pas envisageable parce que je n'avais pas les dossiers. Bien évidemment, pas les dossiers médicaux, c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La situation familiale d'abord. Les patients ont eu une vie avant. Certains ont eu la chance d'avoir une vie après, mais ils ont eu une vie avant. Célibataires, mariés, veufs. J'ai pas eu de données sur leur descendance, par exemple. Donc, comme je disais, ils avaient une situation familiale. Ça veut dire aussi, quelque part, lorsqu'ils étaient, on va dire, isolés dans l'asile, il y avait aussi peut-être des liens avec la famille, que je n'ai pas trouvé non plus. Ce qui expliquera aussi peut-être une partie, en plus de la guerre, ce qui expliquera aussi peut-être une partie du fait qu'il n'ait pas reçu de colis, qu'il n'ait pas reçu de soutien, ou pour lesquels on n'a jamais demandé. J'ai vu qu'une fois une demande de sortie à la demande de la famille, sur l'ensemble des registres. Une seule fois sur tous les registres sur lesquels j'ai pu tomber. Donc ils avaient une situation familiale, vous voyez, donc célibataires, hommes-femmes, mariés, veufs, très peu divorcés, mais c'était pas la mode à l'époque. Ça l'a été plutôt le jour où, je crois que c'est Napoléon, il me semble bien, qui avait mis en place le divorce. Ça avait bien pris à l'époque, ça s'est calmé après. Et puis toujours une part d'inconnu dans l'ensemble des chiffres que vous pouvez prendre, bien évidemment. Voilà, on continue. On va aller très vite là-dessus. Donc la proportion de patients célibataires et les patients ayant vécu une vie maritale est sensiblement la même, on est d'accord. La population femme, la vie maritale devait être sans doute une norme sociale, mais là je vous apprends rien, hein. C'est une donnée historique, c'est une donnée culturelle, c'est une donnée qu'on peut encore trouver sur la notion de divorce, culturellement, comment c'est pris en compte encore de nos jours, ou plus d'ailleurs. Donc on peut affirmer aussi que cette population femme comme cette population homme, mariée ou célibataire, comme je disais, avait une vie avant, donc on jouait aussi un rôle économique avant. Un rôle économique d'autant plus appuyé pour leur famille, qu'on verra leur métier juste après. Voilà. Donc la situation familiale proche a pu avoir une influence sur la reconnaissance de la maladie, bien évidemment, et l'internement du patient. La plupart des patients pour lesquels j'ai pu avoir des données sont des internements d'office, pas rarement à la demande de la famille, l'internement.
Sur les métiers. Alors les métiers, c'est assez amusant, il y a 160 référencés. Vous avez manouvrier, par exemple, vous avez des tisseurs, vous avez des métiers qui sont en fait qui sont soit donc agricoles, industriels, dans l'industrie qui sont liés au tissu, et dans la notion de tissu, vous avez des sous-catégories très précises de métiers qui étaient exercés. Donc 160, je pourrais vous les fournir, mais ça ne va pas être le cas là. On va passer directement aux chiffres qui sont après, mais juste pour vous dire quand même qu'il y avait une vie économique aussi bien pour eux, pour la société, que pour la famille. Parfois, il y a eu des retards de personnes internées parce qu'ils apportaient un revenu à leur famille. Vous voyez ? Donc perdre quelqu'un, à un moment donné, ça peut avoir une forte influence sur la famille restante. C'est pas négligeable, surtout à cette époque. On va en parler un instant avec le mode de paiement, vous allez voir. Donc vous voyez, 35% étaient sans emploi. Alors 35%, je disais, sans profession, en tout cas sans profession reconnue en tant que telle. Ça ne veut pas dire qu'ils n'exerçaient pas quelque chose, mais en tout cas, ils n'avaient pas une profession pour laquelle l'état civil les avait inscrits. 50% des hommes, des femmes, 20% des hommes. 65% avaient une activité avant leur placement, donc je dis une rémunération versée, d'accord. 30% des hommes avaient une profession liée à l'agriculture, et c'est là où on s'arrête un instant, puisque le mode de rémunération de leur métier était très précaire, il était lié à la journée de travail. Autrement dit, quand vous ne venez pas travailler, vous n'êtes pas payé. Ça veut dire que très souvent, quand la personne était internée, elle était, on va dire, si je puis dire, à un état d'avancement de sa folie, ou de son mal-être, ou de sa maladie, qui accompagnait parfois son état psychologique, fort avancé. Soit en passant, on n'a rien. Aujourd'hui, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, se bat en Amérique du Sud pour interdire dans les pays le paiement à la journée. Parce que justement, les gens, s'ils ne vont pas travailler la journée, ils ne peuvent pas manger. Donc l'OMS essaie de faire en sorte que ce mode de paiement, vous voyez, qui est une version économique des choses et qui influence sur la vie de tout le monde, eh ben, soit plus comme chez nous, à savoir être payé au mois. Donc là, à l'époque, comme je vous disais, très précaire, souvent être obligé d'avoir plusieurs métiers, d'exercer plusieurs métiers, d'être soumis aussi à beaucoup de tentations. Vous connaissez bien l'absinthe avec Van Gogh notamment, mais il y a eu un peu, quelques alinéés étaient marqués addictifs à la drogue, mais très 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 rarement. Et généralement, c'est des personnes qui venaient de la ville, pas des champs, si je puis dire. L'alcool, bien évidemment, était extrêmement présent dans les petites annotations que j'ai pu voir. 22% des hommes ont une profession liée au commerce et services. Ça va du clerc au colporteur, maréchal ferrant, boulanger, mécanicien, on trouve tous ces éléments-là. 14% des femmes avaient une formation liée à l'agriculture. Une profession, pardon, liée à l'agriculture. Manouvrière, journalière, cultivatrice, c'est classique. Le métier de tisseur dans le secteur de l'industrie était aussi bien représenté. On trouve des couturières, des brodeuses, des margeuses, je ne sais pas ce que c'est, mais il y avait aussi des margeuses. Les gens de maison sont représentés par les femmes, ce sont les domestiques, les ménagères, on trouve quelques valets de chambre. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que le statut social de l'interné était assez faible. Ce qui ne veut pas dire que j'y ai trouvé aussi un pharmacien, j'y ai trouvé un notaire, mais ce n'est pas représentatif, si vous voulez, de l'ensemble de la population que j'ai pris pour étudier. En général, le statut financier, le statut des internés, donc, est très modeste. Ça veut dire aussi une chose tout bête, on commence déjà à y penser, c'est que la plupart des internés qui étaient présents étaient pris en charge totalement par le département. Ça, c'est important, surtout au moment d'occupation, parce qu'il va falloir acheter des vivres, parce que ça veut dire que l'asile, l'établissement, si vous préférez, n'avait pas d'autres ressources que celles de l'État. Vous aviez deux formes de ressources, celle de l'État, et puis vous avez des gens qui étaient pensionnés, où la famille payait. Donc quand vous avez les indigents, comme on disait à l'époque, eh bien, ça veut dire que votre ressource dépend totalement de l'État. L'État qui était parti, puisque Prémontré s'est trouvé, bien évidemment, si je puis dire, du mauvais côté de la ligne de front. On est d'accord. Donc vous voyez, cet élément-là, juste le statut social, va avoir une importance après sur la possibilité de faire des achats. Alors l'origine géographique, il faut savoir que dès le début, Prémontré a signé un accord avec les Ardennes pour percevoir, on va dire, pour s'occuper, de certains aliénés provenant des Ardennes. Ce qui, bien sûr, lorsque Prémontré va être isolé, ne va pas arranger la situation de ces aliénés-là par rapport à leur famille.
cela va de soi. Le département des Ardennes payait le département de l'Aisne en fonction d'un prix de journée déterminé par année et voté par tout simplement une délibération. Donc vous voyez que si on prend ce tableau-ci ou le suivant, on trouve bien effectivement pour l'Aisne 61% des personnes, 27% des Ardennes. Vous remarquerez que pour l'Oise et la Marne, je n'ai pas fait le calcul, je l'ai oublié sans doute, mais je vais vous le donner tout de suite. En gros, et pour schématiser, 88% des patients venaient bien de ce qui était prévu lorsqu'on a établi l'asile en 1867, c'est-à-dire bien de l'Aisne et des Ardennes. 14% venaient d'ailleurs et 4% sont inconnus. Donc, l'asile de Prémontré assurait bien son rôle, à savoir prendre en charge prioritairement les patients de l'Aisne et ensuite des Ardennes. On peut penser que ça va les aider pendant la guerre, puisque s'ils viennent de l'Aisne, la famille doit être de l'Aisne aussi. Eh bien non. Si on regarde les patients décédés, je vous dis, ils étaient en grande majorité originaires de l'Aisne. Bien. On notera aussi que l'asile de Prémontré a accueilli 17 prisonniers de guerre. Ça, c'est juste pour l'anecdote que je vous dis ça. Entre le 22 mai 14 et le 4 juillet 1916, 2 prisonniers russes, amenés pour les travaux, en même temps que des prisonniers belges. On aura l'occasion aussi d'en parler parce que les témoins nous indiquent quand même que ça a été extrêmement, extrêmement dur pour eux. À savoir que carrément la famine a été organisée pour ces prisonniers-là par l'armée allemande de l'époque. Un capitaine du 3e régiment d'infanterie de la coloniale, un capitaine, un chef d'escadron de chasseurs, 2 cultivateurs manœuvriers, dont un originaire de l'Aisne. Il faut savoir bien sûr que tous les soldats ont été remis et dans leur dossier, il est marqué autorité allemande, remis d'autorité allemande. Ce qu'ils sont devenus, on n'en sait rien, sans doute partis comme d'autres Français exécuter des travaux en Allemagne, mais on ne sait pas plus. La moyenne d'âge, je vais le faire rapidement aussi. Sur une base d'évaluation de 600 placements, on va dire après Montré, la moyenne d'âge est de 44 ans. Vous voyez, c'est la pleine forme de l'âge. Si on était purement en termes d'économie, je vous dirais que ce seraient les principaux producteurs de l'économie d'un pays. 44 ans. C'est jeune. Voilà, c'est la moyenne. C'est ce qu'il faut, je pense que c'est ce qu'il faut juste regarder. En pleine force de l'âge. Donc amener aussi, je pense pour tous ceux qui étaient agriculteurs ou en tout cas qui travaillaient dans l'agriculture, à pouvoir travailler pour l'asile. L'asile avait du bétail, avait de quoi transformer le grain, ils avaient un moulin, et ils avaient une boucherie, ils avaient bien sûr des terrains à cultiver, ils avaient des choses, mais déjà bien avant, curieusement, ils importaient la nourriture des Amériques. Et oui. Mais quand 14-18 arrive, il n'y a plus de nourriture. Le problème, c'est que si vous n'avez pas prévu ça, vous n'avez pas produit. Si vous ne produisez pas, vous ne cherchez pas un débouché. Donc le jour où vous en avez besoin, votre débouché n'est pas là. Vous n'avez pas le temps de le trouver. Même si vous arrivez à faire pousser tout votre cheptel avec des hormones, même s'il pousse en 2 mois, vous n'avez toujours pas de débouché, puisque ça fait longtemps que vous n'en occupez plus. Vous voyez, cette conséquence, bien évidemment imprévisible, on ne peut pas dire qu'ils aient fait une faute à cette époque-là, ils ont certainement trouvé moins cher en achetant à l'étranger, ça va de soi. Mais c'est une conséquence, ça aura une conséquence, ça va accentuer la problématique. Donc 44 ans, vous voyez, dans ces années-là. Là, on voit juste que les mêmes tranches d'âge sont concernées par les sorties et les décès. Ça, juste pour vous le donner, c'est le tableau que j'ai fait après différents calculs, mais on va pas y rester. On va plutôt insister sur les choses qui vous sont peut-être plus intéressants, qui vous parleront plus. Les premiers graphiques, sachant que ça c'est une déformation professionnelle. J'adore faire des courbes, j'adore faire ça. D'abord parce que ça me permet de me rendre plus intelligent que les chirurgiens, puisque je ne comprends pas du tout. Donc du coup, c'est moi qui maîtrise la réunion devant eux, ça permet de leur dire qu'ils bossent mal, qu'ils devraient mieux travailler. En tout cas, je leur prouve comme ça. Et c'est marrant, parce qu'au début, ils vous disent tous vos chiffres sont faux. Alors je leur prouve que non. Maintenant, ils ne contestent plus. Et par contre, ils tiennent la tête quand je leur sors certains chiffres. Alors, qu'est-ce que vient de dire ceci? Nous avons envoyé les sorties et les décès. Alors, j'ai un premier point à voir. Ici, hop, voilà. Il y a plusieurs points à voir sur cette courbe. Vous voyez, vous avez ici, premier point, ça monte. Les sorties montent, on est avant. Ici, on est en octobre. Bah alors. Décidément, c'est trop sensible ce machin. Hop.
Excusez-moi, je vais prendre le pointeur, ça sera plus simple. Toc. Magnifique. Voilà, ici, juste ici, nous sommes en octobre 1913. Ici, de là à là, déclaration de guerre. Forcément, vous n'avez plus de sortie. Pourquoi? Plus de médecins. Les médecins sont appelés au front. Juridiquement, il n'y a qu'un médecin qui pouvait sortir, qui pouvait faire sortir, excusez-moi, un patient. Ça veut dire que là, vous avez un deuxième isolement, qui est un isolement médical, une impossibilité de faire sortir de cette enceinte, car c'est une enceinte, il faut bien le savoir, c'est un asile, c'est une enceinte, de le faire sortir. Plus de médecins. Que fait la puissance publique? Ça, c'est une question dont on discutera. Puis vous voyez là comment on commence à avoir la courbe de décès ici. Là, avec un pic ici, énorme. Je vous en montrerai une autre après qui est plus parlante. Là, c'est moi, mais c'était juste pour vous montrer cette jonction-là, vous voyez. Parce que sachez, on verra tout à l'heure, que non seulement il n'y avait plus beaucoup de sorties, qu'il y a eu beaucoup de décès, mais en plus que l'hôpital Dieu de Saint-Quentin a aussi fourni des patients à prémontrer pendant cette période-là. Donc on a rajouté à des gens qui étaient dans le malheur, d'autres qui venaient de Saint-Quentin. Mais on va le voir ça ensemble. Donc les médecins mobilisés donc déjà dès le 1er août 14, même si il a été prisonnier, je crois, le 7 septembre, vous voyez, c'est pas déjà longtemps. Personne ne pouvait sortir du coup, et on a donc ces deux courbes qui commencent à avoir une influence l'une sur l'autre. Pas de sortie, plus de décès. C'est assez logique. C'est une malheureuse logique. Et vous allez voir qu'à un moment donné, et c'est ce que j'essaierai de vous faire comprendre, c'est que on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait effectivement des décès liés à la faim parce qu'il n'y a plus d'approvisionnement, parce qu'il n'y a plus de contact, parce que. Mais il y a aussi la cause de l'aggravation. Et la cause de l'aggravation, c'est pas seulement le fait de ne pas avoir prévu, c'est le fait de ne pas se donner les moyens. Et ça, je vous montrerai après. Alors, quelles sont les durées en séjour? Vous voyez, là, quand vous regardez les durées en séjour, donc là, c'est pour les placements de juillet 13 à juin 1916. En moyenne, c'est derrière 10 mois. Vous voyez, ça va vite, hein. En sortie, il y avait autant, en décès, 388. Vous voyez, c'est pas 10 mois, c'est la majorité, excusez-moi, c'est la période la plus courante. Pour une période où on ne sait pas trop comment traiter quand même les patients, il y avait différents types de traitements, mais on en est encore au balbutiement, il faut bien le savoir. C'est difficile de comprendre la folie, qu'est-ce que c'est que la folie. Même encore maintenant, hein, moi qui ai dû m'intéresser à ce titre-là, j'avoue, je ne sais toujours pas comment prendre cette notion-là. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que nous le sommes tous? Est-ce que nous l'avons tous été à un moment donné dans notre vie? Est-ce qu'une grande colère, c'est de la folie? Est-ce que la folie, c'est seulement l'image qu'on nous donne? C'est bizarre. Alors maintenant, on va passer, on va dire, à l'humain identifié, c'est-à-dire les témoins. On va commencer par Mademoiselle Letombe, qui signe Marguerite Letombe, mais qui s'appelait Céline Letombe. Mais elle signait Marguerite. Bon, pourquoi pas. Alors elle avait, si mes souvenirs sont bons, elle avait entre 35 et 39 ans, entre 14 et 18. Elle a écrit, c'est l'anecdote que je vous racontais tout à l'heure, sur des feuilles A3, à peu près une vingtaine de pages, je crois, si mes souvenirs sont bons. Elle les a datées par année, elle a daté par saison parfois, par mois. Je pense que, comme le Dr Charpentier a pu en parler en 1921, c'est qu'entre 1919 et 1921, elle a dû réécrire des choses à partir de ses notes. Ça se voit d'ailleurs dans le déroulement, notamment à un moment donné, elle ne parle plus de décès. Or, il y a un moment donné où les décès continuent à augmenter, mais elle n'en parle plus. Pas parce qu'elle ne s'intéresse plus, mais parce qu'elle avait déjà parlé. La notion de témoignage, c'est assez difficile. C'est pas évident de comprendre. D'abord de nous. D'abord, il faut faire abstraction de ce qu'on est. On est prisonnier de notre propre culture, vous verrez. Moi, la première fois que j'ai lu certaines choses, notamment des sœurs de la charité, je me suis dit, mais c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien. Puis je me suis replacé dans le contexte. Et du coup, il ne faut plus émettre de jugement. Donc, elle est née à Laon en 1879, elle est décédée en 30 janvier 1960. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, ça m'aurait intéressé de savoir, d'en connaître un peu plus sur sa vie. Parce que je suis parti de son texte, qui est assez émouvant ce qu'elle décrit. Elle raconte toutes les histoires, tout ce qui a pu arriver, beaucoup d'héroïsme de la part de son père, effectivement, de son frère. Et puis elle parle aussi des Allemands. Comme les sœurs, vous verrez, elle parle des Allemands.
Le docteur Charpentier parlait de la nazie de martyr, disait que c'était une barbarie allemande, mais encore une fois, replaçons-nous dans le contexte de l'époque. Le contexte qui allait après alimenter la vengeance, puisqu'il ne faut pas oublier que nous avons occupé aussi l'Allemagne en 1919, la Ruhr. Les Allemands s'en sont souvenus en tout cas en 1939-1945, je ne vous refais pas l'histoire, mais en tout cas, on a eu du mal à se réconcilier avec l'Europe. D'ailleurs, soit dit en passant, si vous réfléchissez, si vous parlez à vos enfants, aux petits-enfants, vous verrez qu'ils connaissent mieux, et ça je le vois en droit, la culture américaine que la culture allemande, ce qui est quand même bien désolant, je trouve, dans notre pays. Bref. Le document, donc, se copie, c'est Maître Hermann qui est là, donc qui est avocat à Chauny, et c'est le petit-neveu. Alors j'ai eu la chance de trouver son avocat, parce que comme tous les juristes, on adore regarder les papiers, et lui il adore encore plus ça. Donc du coup j'ai eu l'original dans les mains, j'avoue que ça m'a fait quelque chose. Donc je lui ai demandé une copie, comme je vous dis, elle est annexée là-dedans, elle ne sera plus jamais perdue. Je l'ai là, et elle sera à disposition de tout le monde si vous le voulez. Voilà, donc de 35 à 39 ans à l'époque. Nous avons aussi les sœurs. Les sœurs, elles ont fait un témoignage dans la communauté de Prémontré pendant la guerre 14-18. C'est un témoignage qu'elles ont écrit donc forcément après. Celle qui l'écrit, c'est Madame Plouvier qui m'en avait fait part. Celle qui écrit, effectivement, elle a participé, elle l'a remis en forme plus tard. Et c'est pareil, c'est un système descriptif, mais vous verrez qu'un témoignage religieux n'a pas le même objectif qu'un autre témoignage. Et c'est ça qui est intéressant. On va en parler dans un instant, puisqu'à mon avis, il faut savoir prendre un écart par rapport au témoignage. Les frères aussi. Comme je vous disais, vous allez voir que les aliénés ont été évacués à Merplax, ont été évacués en Belgique, à Gave-de-la-Mure et à Merplax. Et les frères de l'époque ont écrit plusieurs chroniques, et notamment donc sur leur abbaye, bien sûr, et notamment la venue de ces Français, de ces aliénés français qu'ils ont dû accueillir. Donc c'est très intéressant. Donc vous voyez, il y a différents types de chroniques, l'histoire du Dave à Saint-Martin, de l'asile Saint-Martin, et c'est sur l'histoire de l'Institut, etc. Pour l'instant, on parle juste comme ça. Le docteur Raviard, lui, par contre, était professeur de la faculté de médecine, il était directeur d'une clinique à Eichem, dans le Nord. Il était, on va dire, l'interlocuteur officiel du gouvernement allemand à Lille pour toutes les questions de santé. Et c'est à lui qu'on va confier la mission d'expatrier, si je puis dire, on va dire évacuer, à la demande des Allemands surtout, tous les patients français. Et c'est toute une histoire qui est arrivée. Alors c'est là où je m'arrête un petit peu parce qu'il y a un avertissement. Il y a des précautions à prendre. Les auteurs, on ne les connaît pas vraiment, ou ils sont mal connus, ou ils ont un parti pris. Ils sont témoins directs, indirects. Le document que vous avez, c'est peut-être manuscrit, mais ça peut être aussi un document qui a été frappé, donc peut-être réécrit, peut-être réagencé, ce qui vous permet déjà de prendre un peu de distance avec ce que vous lisez, bien évidemment. Je vous disais que le contexte exacerbé de l'époque fait dire par exemple aux témoins, à propos, à Saint-Martin-en-Dève par contre, il y avait un médecin qui avait justement aidé pour la nourriture, à Dave-les-Namur, a aidé justement cet asile à garder sa nourriture, et l'un des frères va dire c'était un boche comme les autres. Ça peut sembler peu charitable de dire ça, mais il faut se replacer dans le contexte de l'époque, ne pas juger bien évidemment. Ça, je tiens à le dire, c'est important. Parce que d'abord, il faut savoir que le mode de lecture, c'est les témoignages religieux, c'est le respect de la règle, l'habitat sancti. C'est-à-dire qu'en fait, tout témoignage écrit tente à prouver le respect de la règle, ce qui parfois va occulter certains passages, parfois pas en enjoliver, mais insister sur d'autres éléments. Donc le témoignage religieux, donc ça veut dire que le témoignage religieux, le témoignage d'un laïc, le témoignage d'un partisan, le témoignage d'un communiste, forcément ce témoignage d'un individu. Donc il y a toujours un peu de recul à avoir et toujours essayer de croiser les données. Ça c'est important. C'est important. Ne pas aller au-delà finalement de ce qui est écrit sans porter de jugement. Pourtant nous sommes des êtres humains, donc on essaie de faire en sorte de ne pas juger, mais c'est pas toujours facile. Tous ces récits, en tout cas, du docteur Raviard, docteur Charpentier, qui n'a pas vécu, mais le docteur Raviard a vécu, problème. Mademoiselle Letombe a vécu sur place. Les sœurs de la charité et les frères de la charité ont vécu aussi, ce sont des témoins directs. Tous, sans exception, font état de décès pour cause de sous-alimentation. Tous. Finalement, il y a le docteur Charpentier qui lui va donner une publicité à cette problématique avec cet article paru en 1921, qui lui n'a pas vécu.
Et il ne s'est pas basé donc, sur des données, puisque les données avaient disparu. Mais donc, les témoins donc, que je viens de vous citer, avec leur propre regard, eux, disent tous pourquoi sous-alimentation. Et on va voir comment on peut arriver à voir ça. Donc c'est donc un témoignage à 4 voix que je vais vous proposer là. 4 voix qui vont venir s'interpeller, qui vont venir parfois se contredire sur cette surmortalité pour cause de sous-alimentation. La surmortalité est avérée. Hein. La surmortalité entre 14 et 1915, elle est de 373%. C'est énorme, 48% des hommes. Les jeunes. Ça, c'est avéré, c'est des chiffres. C'est sans problème, c'est vérifiable. Maintenant, quelle est la cause? Alors, comme je vous dis en bas, je vous dis qu'on n'est pas libre de notre culture. Et retracer ces événements conduit souvent à juger avec ce que nous sommes aujourd'hui, ce qu'il faut bien sûr éviter de faire. Et donc, quand on lit les témoignages, parfois, ça peut nous sembler choquant. Ça peut sembler choquant de dire bauche, ça peut sembler choquant de dire barbarie, de dire tyrannie, ça peut sembler grandiloquent, on dirait aujourd'hui dans un texte, quelqu'un écrirait un texte comme il écrivait à l'époque, on dirait c'est grandiloquent. Mais non, mais c'est comme ça qu'on sait. Alors, les faits. D'abord, comme je disais, Prémontré est isolé. Isolé parce que le docteur Masselon, qui s'est intéressé au problème vers le 15 août, est monté voir le général le plus proche, qui lui a dit, et la préfecture, qui lui ont dit, la préfecture de Lens va aller sur Château-Thierry. Le général lui a dit, désolé, mais on ne peut rien faire. Le 31 du même mois, le docteur Masselon part avec sa famille. Il s'en va, je crois, en Dordogne. 3 mois après, il sera destitué. Voilà. Ça, il faut le savoir, parce que c'est un premier problème, c'est-à-dire que vous n'avez plus de chef. 2 chefs disparaissent. La tutelle, la préfecture, celle qui donne les sous, rappelons-le, d'accord, et le chef direct, celui qui prend la direction et la responsabilité. Donc premier isolement de Prémontré, c'est un isolement fonctionnel. Mademoiselle Le Tombe, je ne vais pas toujours tout lire, hein, je vous laisse lire quelques éléments. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Après, ça va très vite. Hein. Le 31 mai, il part. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le 1er septembre, l'armée allemande apparaît. 5 heures du matin, un soldat anglais arrive. Et les sœurs de la Charité, voyant arriver, d'ailleurs, voyant défiler, même courir, les Alliés, que ce soit les Anglais comme les Français, leur apportent du pain, leur apportent de la bière, leur apportent d'autres choses. C'est ainsi qu'ils décrivent leur propre action. Très bien. Et puis viennent les hurlants. On pouvait voir à la lueur de la lune flamboyer les baïonnettes, pendant que les échos répercutaient dans le silence de la nuit le trot des chevaux et le pas régulier de l'infanterie. Je parlais de grandiloquence, mais c'est une façon de dire. Une façon de dire qu'à un moment donné, tout ce qui pouvait les protéger a disparu, et l'inconnu arrivait. Qu'allait-il devenir? Essayez de vous imaginer, essayez de vous mettre à leur place du jour au lendemain, ce que vous connaissez, votre monde, ce qui vous permettait d'avoir des réseaux de communication, tout ça tombe. Parce que les Allemands, quand ils sont arrivés, ils pensaient arriver dans un bourg de 1300 personnes. Enfin, de 1500 personnes. Sauf qu'il y avait 1300 malades. Et ça, ils ne le savaient pas. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une production alimentaire, il n'y avait pas une production industrielle ou artisanale faite par 1500 personnes. Autrement dit, ils sont arrivés avec un niveau d'intendance qui n'était pas celui qui était nécessaire, puisqu'ils pensaient tout trouver sur place. Deuxième problème. Que vont dire les Sœurs de la Charité? Ils vont dire effectivement les gens étaient affolés. Ils sont venus, ils étaient prêts à se faire passer pour des malades, pour se cacher. Mademoiselle Le Tombe le dira d'ailleurs, effrayés par les fusillades de la nuit. Il faut imaginer les aliénés. Du jour au lendemain, la canonnade, les tirs, le bruit la nuit, la lumière la nuit aussi. Des choses auxquelles on n'était pas habitué à prémontrer. Pour ceux qui sont rendus, vous voyez, c'est une vallée encaissée. C'est très calme, c'est très beau. Pas du tout habitué à ça. Pas du tout habitué au mouvement de nuit, surtout pas d'ailleurs. Que ce soit des camions, des chevaux ou autres, ou même des vélos d'ailleurs. À l'époque, il y avait beaucoup de vélos même dans l'armée. Donc c'est une grosse peur qui arrive, qui est là. On cache les objets précieux, on cache les papiers, on a même caché quelques soldats qui étaient en fuite. Bon, c'est normal, on fait tout pour ça, pour essayer de se sauver, on va dire. Ils pensaient même d'ailleurs que les Allemands n'allaient pas s'arrêter après Montré. Ils pensaient qu'ils allaient partir directement vers Paris, à Berlin, disait-on. On s'est croisés, on s'est arrêtés. Et on s'est arrêté et Prémontré l'a vécu, du côté allemand. Alors
l'installation d'approvisionnement, je vous disais, c'est les liens hiérarchiques. Plus de hiérarchie, plus de directeur. Monsieur Édouard Letombe, qui était receveur économe et maire, il était maire aussi de Prémontré, se retrouve du jour au lendemain avec la charge de 1300 malades. Pas d'argent, pas en dehors de son budget. Alors, pour ceux que ça intéresse, les budgets publics, vous savez qu'ils sont votés, les tarifs qui sont votés, et puis vous recevez des versements en fonction des titres de recettes que vous émettez, que votre trésorerie fait tout pour que vous soyez payé. 1300 malades à nourrir. Je vous rappelle qu'une personne en pleine santé met 40 jours à peu près, on va dire en moyenne, pour mourir de faim. 5 jours pour mourir de soif. Du jour au lendemain, vous avez Édouard Letombe qui doit résoudre un problème extrêmement urgent. Comment faire? C'est énorme. Il faut imaginer quand même la force de caractère que pouvait avoir cet homme à un instant T pour dire mais qu'est-ce que je vais faire avec qui? Qui vais-je aller voir? Parce que déjà, du jour au lendemain, il s'est posé la question, il ne savait pas comment ça allait. Qu'est-ce qui allait se passer? Il voyait les avions passer, repasser, s'arrêter, s'installer. Qu'est-ce qui se passe? Pas évident. Les chemins sont coupés, la communication est coupée. Comment nourrir 1300 personnes? Vous avez plus de... Les chevaux sont réquisitionnés, les voitures aussi, tout est réquisitionné. Comment faire? Toutes ces questions, on est tourné, j'y ai dans sa tête pour pouvoir essayer de trouver un système, essayer de trouver quelque chose, nourrir. Et plus question de produire dans le coin. Puisque vous avez... en 1919, ils vont mettre 3 ans, je crois, si je me souviens bien, ils vont mettre 3 ans pour déminer, pour enlever, parce que c'était pas des mines, hein, mais pour enlever les obus qui restaient dans le coin. 3 ans. Donc autant vous dire à l'époque, d'abord il n'était pas question d'aller se balader, d'aller faire les courses, de remonter, parce que même d'ailleurs en milieu urbain, la problématique est la même. À Lens, si mes souvenirs sont bons, il y a même eu une interdiction de récolter les orties à une époque. Enfin, à la même époque, pardon, de récolter les orties. Tout le monde avait faim. Mais qui s'occupait de 1300 malades? Isolés, mais complètement isolés. Avec des militaires qui viennent et qui s'aperçoivent qu'ils se sont trompés, d'un point de vue économique déjà. C'est le début de notre misère et de notre servitude, dira Mademoiselle Letombe. Le début de notre misère et de notre servitude, c'est vrai. Envahi le 1er septembre 1914, sera libéré juste à la fin de la guerre, vraiment la dernière semaine de la guerre. Donc comme je vous l'ai dit, l'asile de Prémontré est isolé, mais quand vous êtes un malade, un aliéné, vous êtes en fait un prisonnier pluriel. Le médecin n'est plus là pour vous faire sortir, votre famille ne peut plus vous joindre, votre hiérarchie, en tout cas celui qui a le droit sur votre liberté d'aller et venir, n'est plus là. Vous êtes un prisonnier pluriel. Vous voyez l'aggravation déjà de la problématique. On a déjà, il n'y a plus de nourriture et il y a ça qui vient en plus. Donc ça va aggraver les choses. Prémontré était occupé. Alors là, c'est une chose intéressante parce que quand on lit les différents témoignages, soit on parle de la morgue du vainqueur, qui va osciller avec une cohabitation bienveillante, et puis on va parler aussi de résistance. Je vais vous lire quelques 2 petits passages, vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors je ne vous ai pas mis parce qu'après c'est long, je sais quand même... Voilà. Un envahisseur conquérant. Que dit-on? Tout à l'heure, on a vu que pour le de la Charité ont retenu donc à la lueur de la lune flamboyer de baïonnettes. D'interminables convois passaient de jour comme de nuit, armés jusqu'aux dents, faisaient trembler le sol, soulevaient une telle poussière que les arbres et les bosquets avoisinants en demeurèrent longtemps tout blancs. Apocalyptique, non? Apocalyptique. L'ennemi est mis en scène, il est théâtralisé dans les témoignages. Ainsi, Mlle Letombe va dire, rapportera des propos du style « Du champagne, nous faisons sauter la porte ». Un officier s'installe chez nous, et il se montre très dur, va-t-il dire. Il entre dans une grande colère, et le commandant de place, posant une montre et son revolver sur la table, donne 10 minutes à son père pour venir, et le prévient. Tout mal fait à lui ou à un de ses soldats, il sera fusillé. Il y a énormément de descriptifs, on va dire, de ce comportement qui est resté culturel, de l'imagerie populaire, de l'officier allemand avec des belles vacantes, comme ça, et le chapeau, le casque à pointe, pardon. Ça, les témoins vont bien évidemment le décrire, vont évidemment accentuer peut-être même aussi cette appréhension, parce que vous verrez qu'à un moment donné,
il y a des choses où ils vont dire on doit bien reconnaître à la vérité. Mais avant de dire ça, ils rappelleront qu'il y a eu un père et son fils à Chavignon qui ont été fusillés. Alors moi j'ai rencontré quelqu'un qui a justement sur une association d'histoire qui lui a un témoignage de la raison pour laquelle ces personnes ont été fusillées. De très mauvaise raison, je vous rassure. Et vous voyez, même Mademoiselle Le Tombe a entendu parler et elle en parle. S'il arrive quelque chose à un de mes hommes ou à moi-même, vous serez fusillé. Point. Le théâtre est mis, la place est mise, ça ne sera pas autre chose. Durant la nuit de Noël, il parcourt le pays en chantant. Durant celle du premier l'an, des coups de feu sont tirés à minuit dans tous les villages pour obéir à une coutume allemande et saluer une nouvelle année. N'en connaissant pas la raison, nous crûmes encore à l'arrivée des Français. Voilà ce que dit M. Le Tombe. Bien évidemment, l'occupation, ça signifie une perte d'autonomie, certes, mais une perte de richesse, plus de charbon, plus de biens, on va dire, nécessaires, immédiats. On parle de la nourriture, puis bien évidemment, on va les nourrir la soldatesque, comme disaient les sœurs, la soldatesque. C'est partout un pillage et un gaspillage inouï. Les Allemands paraissent craindre de n'avoir pas le temps de tout prendre et de tout détruire. Les sœurs de la Charité vont dire « Le ravitaillement subit des rafles sensibles. Les caves surtout ont les préférences de ces messieurs. » Vous voyez, on les montre déjà comme des pochetrons quand même. Et à la moindre résistance, attire de leur part la menace du revolver ou celle, plus ronflante, de faire sauter l'établissement. Parfois, l'on voyait passer des troupeaux de bestiaux que les soldats poussaient devant eux, sans avoir oublié de prendre aussi le berger. On perd aussi le moyen de production, l'humain en tant que producteur. Des camions passaient aussi chargés de jeunes gens français enlevés à leur famille et que les Allemands emmenaient soit pour les faire travailler, soit pour les déporter. Quant aux récoltes de l'asile, elles eurent le même sort que celles des autres localités envahies, tout autour, c'est-à-dire qu'elles devinrent la propriété de l'envahisseur. Le décor est planté, c'est un vainqueur conquérant, sans aucune pitié. Et d'ailleurs, le docteur Charpentier dira que pendant les 2 années et demie qui précédèrent l'évacuation, les malades et le personnel eurent à subir un véritable martyre du fait des exactions et des brutalités d'un ennemi qui se croyait sûr de vaincre. Là, on entend une musique derrière. Pourtant, ils ont aussi pris en compte, les Allemands ont pris en compte la situation de Prémontré. Les sœurs de la Charité vont préciser la chose suivante. Dire, il faut cependant, pour être conforme à la vérité, disent-elles, dire que les membres de la communauté n'eurent à souffrir de la part des soldats aucun mauvais traitement, ni aucun mauvais procédé. Voyez, il faut reconnaître. Mademoiselle Le Tombe elle-même va dire, elle commence en disant « Je dois la vérité de dire ». Le comte Van W, parce qu'elle ne connaissait pas son nom, protège l'asile chaque fois que les difficultés avec la colonne d'occupation surviennent pour des réquisitions. Il n'empêche par exemple les réquisitions de pommes de terre, qui sont partout ailleurs. Pour la farine aussi, l'asile est favorisé. Les Allemands ayant réquisitionné les moulins vendent la farine aux communes. Or, Prémontré est toujours servi avant les villages environnants. Ça ne veut pas dire qu'il est servi à satiété, bien évidemment. Mais vous voyez, dans les témoignages, on a les deux côtés. Ce qui fait dire qu'à un moment donné, on peut se poser la question de quand ça a été écrit. Est-ce que ça a été écrit à partir de notes? Est-ce que ça a été écrit à plusieurs voix sur un seul document? Est-ce que ça a été écrit suffisamment longtemps après pour pouvoir avoir un recul sur les choses ou pas? Mais en tout cas, on a les deux côtés. On a effectivement le vainqueur conquérant, le barbare, et d'un côté, on a aussi un vainqueur qui prend en compte la situation de Prémontré. Lorsqu'il va y avoir une épidémie de typhoïde, les soldats allemands vont avoir une réaction extrêmement rapide. En 2 jours, à Saint-Denis, ils vont ouvrir un hôpital militaire. Ils obligent tous les malades à aller dans cet hôpital militaire pour les isoler. Enfin, il y aura 3 morts. 3 morts uniquement connus de Mademoiselle Le Tombe. Vous voyez? Par contre, il y a une famille de Saint-Quentin, dont j'ai retrouvé le témoignage, qui a entendu parler de 300 morts. Après Montré. Vous voyez, c'est pas la même chose. Les deux disent la vérité. Il n'y a pas forcément une volonté de nuire ou une volonté de mentir. Donc oui, il faut toujours faire très très attention. L'autre famille, on en parlera tout à l'heure, c'est de la pré-mémoire, c'est parce qu'ils avaient 2 enfants qui étaient après Montré. Donc on aurait parlé de 300 morts à cause de la fièvre, alors que Mademoiselle Le Tombe parle de 3 morts, c'est pas la même chose. Et les Allemands ont réagi très très vite. Donc à Saint-Denis, ils ont fait un lazaret pour pouvoir soigner tout de suite cette maladie, qu'ils ont stoppé net. Il viendra dire aussi la chose suivante. Le commandant est un médecin aliéniste de Cologne. Donc les Allemands ont fait venir un médecin aliéniste, après Montré.
ça va dans le bon sens, mais uniquement, qui paraît heureux de venir après Montaille, il se montre bon pour les malades. Et c'est Édouard Letombe qui lui fait part de la problématique de la grave mortalité. Ce médecin dit « Je ne veux plus qu'on meure ici ». Il parvient à obtenir du haut commandement un secours d'alimentation, si longtemps réclamé, et qui se compose de viande, de légumes séchés, de sucre, de conserve. Cela, joint au ravitaillement américain, pour lequel je n'ai pas trouvé beaucoup de choses hélas, ramène peu à peu les santé. Malheureusement pour l'asile, ce docteur ne reste pas bien longtemps. Il est à son tour déplacé et envoyé en Russie. Donc voilà, on a un ennemi conquérant, militairement conquérant, qui une fois qu'il s'installe semble un peu plus, on va dire, compréhensif avec Prémontré. Je ne sais pas si vous avez été amené à lire des témoignages de l'époque. Peut-être que vous avez entendu d'autres choses, d'autres sons de cloche, soit l'un, soit l'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà ce que disent les témoins qui ont vécu et pour lesquels on a pu retrouver leurs écrits. Qu'avons-nous encore? Ah oui, je vous parlais de ce fléau, je vous l'avais dit, entre 300 morts et 3 morts décrits par Moïse Letombe. Il faut savoir que, ça c'est l'anecdote mais elle est intéressante, c'est depuis 1896 qu'on sait comment soigner, si je puis dire, ou comment éviter cette fièvre typhoïde. Elle est transmise par l'eau, par la bactérie de l'eau. Et il faut savoir qu'entre 14 et 18, sur 65 000 et quelques malades dans l'armée française, il y en a 8200, je crois, qui sont morts en 14, et plus de 65, je crois, en 1918. Ça veut dire que ça faisait quand même depuis 1896 que les Allemands savaient comment s'en occuper, cette fièvre typhoïde, et que nous, on a mis un peu plus de temps. Vous voyez, c'est toujours intéressant de voir un peu le décalage entre les deux. Et d'ailleurs, à titre anecdotique, il y avait le docteur Nissen, qui était un médecin pour le gouvernement de Lille, et qui a fait paraître des recommandations. Je ne peux pas m'empêcher de vous la lire, parce qu'elle est toujours intéressante, celle-là. Bon, boire de l'eau et du lait, c'est un risque quand c'est non bouilli, d'accord. Manger de fruits blancs crus, etc. Propreté la plus méticuleuse des cabinets d'aisance, on est d'accord. Et il vient dire la chose suivante. Il prie le gouverneur, d'appeler l'attention des autorités ecclésiastiques sur la possibilité évidente de transmission de la fièvre typhoïde par l'eau bénite. Mais il n'a pas voulu les vexer, je vous rassure. Il dit la chose suivante. Sans avoir la moindre intention de porter atteinte au mandement et à la sainteté de l'eau bénite, il est incontestable que par l'emploi de l'eau bénite, des germes d'infection peuvent être transmis par les mains d'une personne à une autre. Comme l'Église ne renoncera probablement pas à l'emploi de l'eau bénite pendant la durée de l'épidémie actuelle, il est nécessaire d'y ajouter un désinfectant énergique approprié. Comme quoi on peut tout arranger. Voilà. Donc voilà, je vous le cite quand même parce que c'est intéressant, vous voyez, c'est deux versions différentes du traitement des mêmes fléaux. Voilà, c'est toujours amusant de savoir comment on peut faire ça. Donc voilà, donc il y a une oscillation entre effectivement une description, surtout de l'attaque soudaine qui a dû fortement marquer, une occupation qui, forcément, il y a eu des exactions. Il y a un militaire qui disait un jour, mais je ne sais pas si c'était vraiment drôle de dire ça, un général disait « on ne fait pas de la guerre avec des danseuses ». Certes, je ne suis pas sûr que ça justifie forcément les exactions contre les personnes civiles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, hein. Mais déjà à l'époque, en tout cas. C'est un général plus récent, hein, je le dis, je crois qu'il a été condamné à vie par le tribunal c'était à Sarajevo. J'ai oublié son nom, mais si on peut l'oublier, c'est pas plus mal, ce garçon, puisqu'il a fait. Alors, on parlera aussi de résistance. Car il y a eu résistance. D'abord, lorsque l'armée française était en déroute, le Prémontré a accueilli certains militaires. Ça a commencé tout bêtement. D'abord parce que les ouvriers de Broncourt, sur la route de Broncourt, ont trouvé des sacs. On trouvait un tas de sacs qui étaient traînés. En fait, finalement, les soldats fuyaient et laissaient tomber ce qui était le plus lourd. Donc ils ont commencé par ramener des sacs. Puis dans la forêt à côté, ils ont trouvé quelques tirailleurs sénégalais. Ils ont trouvé, s'ils sont bons, des cavaliers sans chevaux, bien sûr. Bref, ils ont trouvé un peu de militaires français, quelques militaires étrangers, et ils ont caché dans les carrières. C'est très bien, ils ont réussi à s'enfuir après. Les Allemands, quand ils sont arrivés, ont fait la chasse, bien évidemment, à tout cela, et ont fini par trouver, cachés,
parce que après Montré, on leur avait donné des habits civils pour qu'ils puissent s'enfuir, et ils ont fini par trouver un document qui remercie les gens de Prémontré. Autant vous dire que Édouard Letombe a passé un mauvais moment lorsque les Allemands sont tombés sur ce document, qui était caché dans une carrière. Il est dû venir s'expliquer. Voilà, il faut savoir, c'est aussi un fait de la vie de Prémontré à l'époque. Alors le fait de résistance, bon, vous allez me dire, c'est juste avant que les Allemands arrivent, et c'est comme ça qu'ils s'en est sorti, ce passant. Hein. Le colonel allemand qui l'a amené, il a dit, mais il a regardé l'ordre qui condamnait à mort tous ceux qui portaient secours à des ennemis, donc forcément des ennemis allemands. Puis il a regardé la date. Et Édouard Letombe a sauvé sa vie parce que la date était postérieure à ce qu'il avait fait. Comme quoi, ça ne tient vraiment à rien l'administration. Hein. Il suffit d'une date et puis vous tombez pas du bon ou du mauvais côté. Et donc le colonel allemand lui a dit effectivement, mon ordre il est postérieur à ce que vous avez fait, vous pouvez partir. Il y a toujours comme ça des choses dans la vie qu'on raconte après à nos enfants, petits-enfants, mais ça c'est curieux quand même. Alors la question de l'attitude des populations soumises s'est posée pour 39-45, on parle encore de résistance. À titre anecdotique, mais là je vous le dis, je ne le dirai pas à ma mère, mais j'ai raté mon bac. La première année en histoire, j'ai eu un 3 sur 20, la deuxième année, j'ai eu un 18 sur 20. Pourquoi ? Parce que la deuxième année, je suis tombé sur 39-45 et la résistance. C'était quelque chose qui me fascinait. Voilà, je vais faire une anecdote, parce que justement, comme je le disais, la question de l'attitude des populations soumises face à l'ennemi, effectivement, se posera avec la Seconde Guerre mondiale, et on verra qu'il y a dans les témoignages la recherche de la moralité chrétienne, notamment chez les sœurs et les frères, la recherche, on va dire, de l'exemplarité. Bon. Mademoiselle Letombe a illustré une situation. Alors c'est un peu long, mais je vous demande d'écouter, là c'est intéressant. Il disait de temps en temps, pas oublier qu'ils sont isolés du côté français, hein. De temps en temps, un de ces avions français vient jeter pour la population un journal minuscule intitulé « La voix du pays ». Si jamais vous avez un exemplaire, je suis intéressé. Le texte en est très fin, mais relate tous les événements de la guerre que les Allemands présentent toujours à leur avantage. Il nous est dit de prendre patience, que la délivrance est proche, les Allemands lui font la chasse à cette feuille et menacent de punir sévèrement celui qui serait trouvé porteur. Bon, bien sûr, malgré tout, ça passe sous le manteau, ça passe sous la balle de foin, et tout le monde le lit, bien évidemment. Un jour, une feuille d'un autre genre est parvenue. De la même façon, donc à circuler dans tout Prémontré, a été lancée, paraît-il, à Chauny. On y dit que la France est mécontente des habitants de nos régions qui travaillent pour l'ennemi. Wow. De graves menaces sont faites pour l'avenir. Tout le monde est navré. On n'a pas compris là-bas toutes nos souffrances et le long martyre moral que nous subissons. Peut-on demander aux gens d'être des héros ? C'est une question qui s'est toujours posée, qui se posera encore. Néanmoins, croyant obéir à un ordre, on décide de résister en masse aux Allemands. On croit d'ailleurs, à un moment donné, il y aura une grève. C'est intéressant de dire qu'il y a une grève, comme vous pouvez faire grève. Enfin, face à des fusils, vous pouvez faire grève très très longtemps. Mais il y a eu à un moment donné cette réaction. Il y a eu une réaction face à ce courrier, face à cette croyance qu'ils étaient en train de juger comme étant les alliés de l'ennemi. Elle le raconte très bien, Mademoiselle Letombe. On croit d'ailleurs que tous les pays voisins vont faire de même. Le lendemain, les gardiens et les travailleurs du village se présentent à la commandature et déclarent qu'ils refusent tous de travailler. Après un moment de surprise, on comprend, le commandant fait jeter en prison ceux qui lui paraissaient les meneurs de ce mouvement. Monsieur D, donc, qui est venu protester contre le travail imposé à ses filles, est enfermé. D'autres sont emprisonnés à la ferme et tous sont mis au pain à l'eau. Un ordre général condamne les uns à 3 mois de fort à Hirson. Il y avait un fort à Hirson, il paraît que c'est un témoignage, ça m'intéresse, et à 10 marques d'amende. Les autres à 2 mois seulement et 50 marques. Donc des amendes, de la prison. Cette image de population complice, responsable de la continuité de la guerre, on l'a trouvée parfois chez les caricaturistes, notamment à Paris. On l'a trouvée parfois, soit différemment, soit sous-entendu dans les journaux, en disant que finalement, nos chers soldats, s'ils n'arrivent pas à gagner, c'est quand même pas grâce à nos magnifiques généraux, il doit se passer quelque chose. Voyez, qu'est-ce qui pouvait bien se passer ? Mais arrêtez de travailler, arrêtez de cultiver, arrêtez de l'industrie, arrêtez tout ça. C'est ce qu'on voulait dire, je pense, à la population qui était elle-même enfermée dans un territoire occupé par quelqu'un d'autre. De France, jamais aucune nouvelle, dira-t-elle en 1915. Un jour cependant,
Un journal français laissé par un Allemand nous tombe sous la main. Nous le lisons avidement. C'est un peu ce qui se passait dans les Stalags en 39-45. C'est souvent relaté dans les témoignages. C'est un peu la patrie qui arrive. Mais après lecture, nous nous sentons plus tristes. On s'amuse à Paris. On s'amuse à Paris. C'est vrai en plus. Les théâtres et les concerts battent leur plein. Des régions envahies, pas un mot. Si vous imaginez, entouré d'une population qui décède de faim, de maladies qui se développent, forcément, les privations continuent, et puis surtout de non-avenir. Comment voulez-vous penser l'avenir dans ces cas-là? Quand de ceux que vous attendez quelque chose ne parlent pas de vous. Ça ressemble beaucoup quand même à la notion d'immigrant qu'on entend actuellement, enfin c'est peut-être autre chose. Donc on a deux mondes différents qui se regardent à l'époque, toute la complexité justement de la société de l'époque. Et c'est là que les témoignages, à partir de là, vont faire, alors peut-être, état de fait de résistance et de conduite héroïque. On a aidé les soldats avec de nourriture, de boissons, de couverture, de gîtes, d'habits, un peu d'argent. Alors du repli, on cache de la nourriture, on ment pour se tirer d'affaire, parce qu'on n'a pas assez produit pour les Allemands. Les risques des pires ennuis décrits à l'appui du courage exprimé. Ça c'est vrai. Comme on a fait dans l'asile plusieurs cachettes, nous vivons maintenant dans la crainte de dénonciation. C'est marrant, on retrouve toujours les mêmes choses. Excusez-moi, quand je dis c'est marrant, c'est une mauvaise habitude que j'essaie de pas enseigner à mes enfants aussi, parce que je leur dis à chaque fois, en fait non, juste c'est intéressant, voilà. Alors, excusez-moi pour avoir dit ça. Donc en été 1916, les Allemands ont découvert la cachette où les hommes avaient été cachés, et c'est là l'épisode que je vous racontais où justement le colonel allemand a dit effectivement l'ordre est postérieur à ce que vous avez fait, donc vous ne serez pas fusillés. Et dans le tombe a bien respiré sur ce coup-là. Le jour de son départ, Mlle Le Tombe dira: « Oh les cœurs, on ne pleure pas devant l'ennemi. » Aussi est d'une façon très calme, sans apparente souffrance, que chacun va déposer la commandature comme est exigé, la clé de sa maison, et que nous montons dans les chariots. Il fait un temps gris et froid, un ciel triste. La neige se poudrait de blanc les toits, les arbres, les pelouses, et c'est la vision de ce paysage d'hiver que nous emportons tous, comme un dernier souvenir au fond de nos âmes endolories. Une résistance comme on peut faire. Finalement, nous sommes que des êtres humains. La surmortalité, la voilà. Regardez bien, on va vous le montrer. Oh, j'ai failli prendre pas le bon appareil. Voilà. On y va. Ça, c'est une surmortalité mensuelle. Vous voyez, vous avez les femmes, vous avez les hommes. Vous voyez le parallélisme ici des courbures. Si je vous en souviens, je vous avais dit qu'à partir de mai 1915, Mlle Le Tombe ne parle plus de décès. Pourtant, vous voyez, ça continue. Là, c'est par mois, mais je vous en montrerai une autre qui est ce qu'on appelle le 12 mois lycée. C'est peut-être plus parlant. Hop. Voilà, c'est celle-ci. Voilà, hop, ici. Chaque point, ça représente le nombre de décès par mois, additionné des 11 mois précédents. Et vous faites glisser la chose. Ça vous enlève tout ce qui est les épiphénomènes comme juillet, août, comme des périodes. Moi, quand je fais la production des chirurgiens, par exemple, sachant qu'en juillet, la moitié rêve de partir, donc on ne fait pas grand-chose, et qu'au mois d'août, ils sont partis, donc c'est les autres qui sont tristes de rentrer, donc ce sont 2 mois assez calmes, je leur fais du 12 mois lycée comme ça. Et vous voyez que ça continue, ça a toujours continué jusqu'à la fin. Jusque-là, il y a toujours eu de plus en plus de décès. Malgré le témoignage, Marguerite Le Tombe parle bien effectivement de décès, elle dit que c'est horrible, mais à un moment donné, elle s'arrête d'en parler. Ici, il y a une chose assez particulière, vous voyez, juillet, août, hommes et femmes. 2 inversions là. Le mois de juillet, c'est le mois le plus important pour les décès hommes, et le mois d'août, c'est le mois le plus important pour les décès femmes. Quand vous regardez les cours de décès, vous apercevez qu'il n'y a rien de brusque. Tout est petit à petit. Donc c'est pas une épidémie déjà. Une épidémie va frapper très fortement. Ça commence peu, ça fait une grande courbe, et ça s'arrête. Là, vous voyez, ça grimpe tranquillement. Ici, ça grimpe tranquillement, mais sûrement. Et le seul cas, et là je ne sais pas l'expliquer, c'est ceci, cette inversion-là. Voilà. Là, on a plus d'hommes que de femmes qui décèdent, là, on a plus de femmes que d'hommes qui décèdent. J'ai peur qu'à un moment donné, on puisse se poser la question de savoir vers où est allée, à cette période-là,
le peu de nourriture qui restait? C'est une question qui peut se poser. Je n'ai pas la réponse et je n'induis pas de réponse. Mais je dis que c'est une question qui serait légitime. Y a-t-il eu à un moment donné un choix de nourrir tel sexe plutôt qu'un autre? La question peut se poser. Mais je n'ai pas la réponse. Donc je ne pourrais pas vous le donner, j'en suis bien désolé. Voilà. Donc une surmortalité continue jusqu'à l'évacuation sans problème. Vous voyez, donc là j'ai repris les femmes au mois d'août et les hommes au mois de juillet. Donc là c'est pour vous donner un peu un dimensionnement. Ici, ce tableau-ci, si j'arrive à le trouver, est-ce qu'il est machin? Il est là, hop. Voilà. Ici, ce sont en fait, regardez, c'est ça qui prouve ça. Cette répartition du tableau en bas n'indique pas une origine brutale de la cause du décès. Vous voyez, le nombre de décès en jours. Il y a eu, par exemple, pour le nombre de jours femmes, il y a eu 9 jours dans le mois d'août où il y a eu 0 décès. Il y a eu 11 jours avec un décès, 8 jours avec de décès. Comme vous voyez, c'est très lissé. Encore une fois, si ça avait été une épidémie, ça aurait été rassemblé. Vous auriez eu beaucoup de décès en un instant. Donc la cause de la mort est bien une cause qui est longue. Donc ça, c'est un élément qui tendrait effectivement à appuyer la thèse du témoignage, à savoir la sous-alimentation. Bon là, c'était par classe d'âge, vous voyez, on retrouve, mais c'est assez logique parce que c'est surtout les plus nombreux, mais en gros de 36, on va dire à 65 ans, ce sont les personnes qui ont connu le plus de décès. Et ça, c'était tout à fait prévisible. Je vous avais dit que la moyenne était à 44 ans. Après, vous les avez par mois, vous voyez ce que ça donne. Bon, c'est juste pour vous donner juste un aperçu comme ça, titre tendanciel. Si on tourne, voilà. Prémontré a continué à recevoir des patients, c'est ça qui est aussi dramatique. On parlera de la notion de puissance publique et de sa réponse à la crise. Comment ça se fait que l'hôpital Dieu de Saint-Quentin a envoyé ses malades à Prémontré alors qu'on sachait pertinemment que les gens y mouraient de faim? Vous allez me dire, à Saint-Quentin aussi, ils devaient mourir de faim. Certainement. Certainement. Hein. Mais pourquoi les déplacer? Donc on a continué à alimenter tout simplement Prémontré avec des gens qui arrivaient très malades et qui arrivaient dans une situation dramatique. Alors les causes probables. Là vous allez voir. Sur les causes probables, excusez-moi, on sait que toutes les populations dans le territoire occupé ont connu la faim en tant que privation. À Prémontré, comme dans tout univers carcéral, je vous ai dit, la population est fermée, personne pour les faire sortir, isolement vis-à-vis de la famille, parfois l'illettrisme aussi qui les empêchait éventuellement de faire état de leur situation. Donc je vous disais, l'ensemble des témoignages font état pour cause de sous-alimentation, on est d'accord, on l'a vu, Mademoiselle Leton, Docteur Raviard, on va voir ça, on va voir ça tout de suite. Que va dire Mademoiselle Leton? Alors, la situation après Prémontré. Déjà le 13 septembre 1914, c'est très tôt, 13 septembre. Pendant ce temps, nos provisions s'épuisent, l'asile ne reçoit plus rien. À la date du 10 octobre, elle dépeint une fin d'octobre superbe, mais disant que la récolte est abondante, est religieuse, les malades vont ramasser des glands, etc. etc. En décembre 14, elle dit maintenant ici c'est la grande misère. La ration de pain est descendue à 125 grammes, d'autant plus quand vous êtes malade et affaibli. Et ce pain est indigeste et noir et colle au couteau comme un mortier. Pour améliorer la soupe des malades, on va acheter des débris de viande à l'abattoir allemand d'Anizy. Tête de bœuf, foie, poumons, etc. De tous les environs, on y va à cet abattoir. Les femmes de Sévaux, de Fred, passent sur les routes, faisant ainsi aller-retour une vingtaine de kilomètres pour rapporter à la maison quelques débris à manger. Le docteur, il y avait un docteur de Coucy qui était venu voir, du coup, à un moment donné, il a été interdit d'aller les voir, donc il n'a pas pu apporter les premiers soins. Mademoiselle Leton raconte les premiers mois de 1915. Les malades souffrent de la mauvaise alimentation, s'affaiblissent, la mortalité commence. En dehors de la farine et de la viande achetée aux Allemands, on ne peut se procurer que des légumes secs, et surtout des haricots. D'ailleurs, il y aura même un début de scorbut, c'est ce que dira le docteur Raviard. Un début de scorbut, ce qui vous
qui en dit long déjà sur ce qu'on leur donnait à manger. Édouard Le Tombe va écrire lettre sur lettre au général. On finit par lui accorder une ration de pain supérieure à celle des populations, 400 grammes pour les hommes, 300 grammes pour les femmes. Mais déjà l'inégalité, hein. Pas déjà, encore l'inégalité on va dire. Les sœurs de la charité, elles, vont dire que la communauté a fait largement son devoir en dépensant ses faibles ressources pour pouvoir apporter une alimentation. Alors quelles sont les raisons? Quelles sont les raisons de l'hécatombe en dehors de cette faible alimentation? Qu'est-ce qui a bien pu aggraver la problématique? Ah, je peux pas dire. Ouais, il y a raison. Ah, on parlait des privations. Bien sûr, privations directes, indirectes, les réquisitions. Vous réquisitionnez les hommes ne cultivent plus. Vous réquisitionnez les chariots, vous ne transportez plus rien. Vous interdisez les allées et les venues, et bien vous ne pouvez rien faire, tout simplement. Ensuite, 1300 hommes, pour les nourrir, c'est pas le petit vendeur qui vient avec sa charrette qui va pouvoir les nourrir. C'est pas possible. Il faut pouvoir se rendre à un endroit où il y a une grosse quantité de choses à acheter. Donc les privations directes et indirectes, plus le froid, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les couvertures ont été enlevées, ont servi aussi aux Allemands, le charbon bien évidemment, plus après, surtout vers la fin de la guerre, tout ce qui était métaux, donc tout ce qui permettait, on va dire, de faire fonctionner la buanderie et autres, tout ça a été enlevé. Je vous disais l'approvisionnement, qu'est-ce que se passe à l'approvisionnement? Le Tombe va dire la chose suivante, ça c'est intéressant. La commune est partout décrite comme une population de 1500 habitants. Et rien n'indique que ce chiffre doit compter 1300 aliénés. De sorte que le service des réquisitions et du cantonnement nous envoie des troupes comme dans un gros bourg. Les officiers et sous-officiers chargés de réquisitionner ne veulent rien entendre et se montrent menaçants devant la réquisition. Père, M. Édouard Le Tombe et André, son frère, ont beaucoup habité. Pendant ce temps, nos provisions s'épuisent et l'asile ne reçoit plus rien. Plus rien d'approvisionnement. Que des petites quantités. Uniquement. Largement insuffisant. Pour une population qui s'accroissait de jour en jour, à cause aussi de l'envoi, je dis, de l'hôpital Dieu de Saint-Quentin. La nourriture coûtait cher à l'asile, qui se détourna peu à peu des marchés locaux, puisque dès 1879, elle achetait, on va dire, le beurre salé et les filets de porc, elle les achetait aux Américains. Si vous vous en souvenez, je vous l'avais dit au départ, elle ne coupe plus rien, pouf, terminé. Donc plus personne ne vient leur vendre quoi que ce soit. Coupure du marché. Plus d'approvisionnement. Privation directe, indirecte, et le budget. Un établissement public fonctionne par budget. Je dis, il y a un prix de journée. S'il y a beaucoup d'indigents, et ce qui était le cas après mon trait, beaucoup de gens sans ressources, pour lesquels les familles ne payaient pas, ça signifie que tout simplement, il n'y avait plus rentrée d'argent. Donc comment faire pour acheter? Surtout les prix augmentés. Je dis ça, c'est comme personne. Les prix augmentent et les denrées sont rares, les prix augmentent, c'est normal. C'est normal. C'est la logique, on va dire, c'est la logique économique. Peut-être pas morale, mais en tout cas, c'est la logique économique. S'endetter, promettre, vendre, échanger. Plus personne ne croyait que la guerre allait se terminer en 5 jours. Vers Paris, à Berlin, on sera là pour les vendanges, on sera là pour les récoltes. Non, c'est fini. Là. Tout le monde commence à comprendre qu'effectivement ça va durer bien plus longtemps. On avance, on recule de 5 km, on fait une percée à droite, on revient. Terminé tout ça. Plus de nouvelles de l'autre côté de la France, du côté libre de la France. Comment acheter? Alors c'est vrai que Édouard Le Tombe a été aidé effectivement par le comité hispano-américain notamment, qui a beaucoup œuvré, on va dire, pour apporter la nourriture aux populations, a été aidé aussi en étant, on va dire, prioritaire. Là c'est les Allemands qui l'ont aidé. Mais par contre, le système budgétaire du prix à la journée a conduit aussi, à un moment donné, à ne pas pouvoir développer de ressources. Donc le système en lui-même ne lui permettait pas de répondre à son besoin. Si on parle des patients et de leur famille, très rapidement, vous allez voir, c'est aussi intéressant. Les patients et leur famille, d'où viennent-ils nos patients? Est-ce qu'elles avaient conscience, les familles, du danger? Ont-ils reçu des colis? Pouvaient-ils encore en recevoir? Où avaient-ils les patients? On a dit qu'ils venaient de l'Aisne et des Ardennes, c'est vrai. Mais venir de l'Aisne, vous pouvez faire 50 km. Vous pouvez faire 3 km. Quelle est la part, je disais, des alignés indigents? En fait, elles étaient nombreuses par rapport à ceux qui étaient pensionnés.
Je dis que j'avais vu qu'une seule fois, j'avais mis jamais, mais en fait, sur la totalité, effectivement, c'est jamais, mais une fois, j'ai juste vu une demande de sortie à la demande de la famille, mais je l'ai vu qu'une fois. Tout le reste du temps, il y avait le terme en tant que guérison, mais très très peu de sorties. Qu'est-ce qu'une guérison à cette époque-là? Là, si on regarde un peu, ça c'est l'éloignement. L'éloignement géographique, qui est un élément aggravant, bien sûr, la situation. Bon, bien sûr, les patients qui sont en provenance des Ardennes ont beaucoup moins de chances, effectivement, de rencontrer leur famille ou de pouvoir percevoir un colis. Ça va de soi. Mais même dans l'Aisne, Saint-Quentin représente 114 patients. Mais qu'en était-il de l'approvisionnement même de Saint-Quentin? Les témoignages montrent que c'était difficile aussi. Donc même si parfois la famille pouvait être proche, habiter dans l'Aisne, l'isolement par rapport à la famille existait aussi. Donc il n'y a pas plus de chance, si vous voulez, de survie ou de pouvoir avoir un circuit qui permettait de faire des échanges de nourriture, que ce soit en habitant dans l'Aisne, que ce soit que ce soit originaire de l'Aisne, ou des Ardennes. Là, les deux petits tableaux que je vous montre en dessus, ce nombre de communes, vous voyez, de 1 à 10 km, celui de gauche par exemple, de 1 à 10 km, vous aviez 19, ça représentait 19 communes, qui se situent dans un rayon de 1 à 10 km. Mais 48 communes se situent dans un rayon de 41 à 50 km. Alors sans liberté d'aller et venir des uns et des autres, très honnêtement, que ce soit 1 km ou à 40 km, il y avait pas, la famille ne pouvait pas faire grand-chose. L'évacuation et le retour. Ah, enfin l'évacuation. Parce qu'à un moment donné, il fallait bien se poser la question. Qu'est-ce qu'on fait de ces malades? Ils meurent tous. Des chiffres affreux. Quand je dis 373% de surmortalité, c'est pas rien. C'est pas rien. Alors l'évacuation vers la Belgique. Mais c'est le docteur Raviard qui va en être chargé. Le docteur Raviard va être chargé, il va faire un rapport au mois de décembre 1915, donc déjà pratiquement en fin d'année. Il va décrire une hécatombe, ni plus ni moins. Les Allemands, c'est eux qui vont décider l'évacuation. C'est eux qui vont la mettre en place, c'est eux qui vont mobiliser les trains à Nisy-le-Château, c'est eux qui vont aménager même des wagons pour pouvoir recevoir des patients à la fois couchés et assis, ils vont l'aménager. C'est eux qui vont réquisitionner des médecins français, donc le docteur Raviard notamment, qui vont réquisitionner du personnel, et c'est eux qui vont essayer de retrouver une place. Alors là, il y a eu un petit quiproquo. Tout le monde pensait que les patients, comme certains prisonniers d'ailleurs, allaient partir en Suisse et ensuite rentrer en France. La Suisse étant, on va dire, le tampon permettant de faire les échanges. En fait, non. Parce qu'en fait, en France, on n'a pas voulu accueillir à ce moment-là les patients. C'est grave quand même. C'est grave parce que d'abord, il y a eu un an perdu. Savoir qu'il y a eu beaucoup de décès, on le sait depuis décembre 1914. Les raisons, on les connaît depuis décembre 1914, les pouvoirs publics le savent depuis cette époque, depuis ce moment-là. Et on attend décembre 1915 pour demander à quelqu'un de bien vouloir faire un rapport. C'est long. Travaillant pour l'administration, je suis un peu habitué à ce genre de choses. Mais bon, pourquoi est-ce quand même que c'est un peu long par rapport à la crise? Et en fait, il n'y a pas à vouloir, et du coup, que va-t-il se passer? Les Allemands, en fait, ont besoin de faire des travaux. Ils ont besoin de faire des travaux, ils vont faire venir des prisonniers belges, des prisonniers russes qui vont vraiment souffrir aussi, énormément, pour pouvoir faire des fortifications, pour pouvoir faire des rails, pour pouvoir faire des chemins de circulation, pour pouvoir s'installer, on va dire, une espèce de ligne défensive. Et ils vont faire évacuer tout le monde. Alors, ils vont faire évacuer aussi l'asile d'Omleg, qui est près de Lille, et donc l'asile de Prémontré, direction d'Avenay-Namur. Et Davé-Namur connaît aussi des problèmes de nourriture. Donc ils vont accueillir, ce sont les frères de la Charité qui vont accueillir. Bon, ils ne vont pas accueillir les femmes, hein. Ils vont protester, ils vont dire d'ailleurs, on est des religieux, on ne peut pas accueillir les femmes, donc les femmes vont être envoyées à Verplax, vous m'excuserez pour la prononciation, et à Requiem. Verplax, c'est une ancienne prison. Le long du chemin, il y aura bien sûr des décès. Il y aura aussi encore des décès sur place. J'ai même retrouvé, ça c'est assez émouvant, j'avais retrouvé le nom de la deuxième personne qui était rentrée en 1867. Lorsque l'abbaye est devenue un asile, en 1867, il y avait les noms des premiers patients. Et le deuxième patient qui est arrivé en 1867, donc de cette liste, est décédé
peut-être pas effectivement de faim, mais plutôt de vieillesse sans doute, mais il est décédé à cette époque-là en 1915. Donc c'est curieux, ça fait drôle quelque part, ça met un peu d'épaisseur, je dirais, aux mots que vous pouvez lire dans un document officiel. Alors, les Allemands donc réquisitionnent les Français, le docteur Rabiard mobilise des trains, oblige à arriver à Davé-Namur. Davé-Namur va les accueillir sans problème. Va les accueillir sans problème, en tout cas va les accepter, il va demander à ce que les femmes soient mises ailleurs, bien évidemment, et va essayer donc de faire vivre en fait tout ce petit monde. Là, on va voir quand même aussi, c'est toujours intéressant quand même, là-dessus, c'est que les frères ne vont pas forcément bien s'entendre. Ils vont d'ailleurs douter que les gardiens qu'ils trouvent en excellente santé n'ont pas eu l'air de souffrir beaucoup de la faim. C'est vrai qu'il n'y a aucun décès dû à la faim indiqué dans les témoignages pour le personnel. Je ne dis pas qu'il y a des tournements. Attention, je ne dis pas ça. Il faut bien savoir qu'il existait un système, qui était un système aussi de paiement en nature, qui consistait à du chauffage, du charbon, qui était donné en plus de la veille. Il y avait une prime à l'habillement, il y avait une prime en nourriture qui était donnée. D'ailleurs, à titre anecdotique, je vous rappelle que même à la même époque, il y avait la prime à l'existé en dehors des asiles, la prime à l'escarbille, que touchent toujours d'ailleurs les conducteurs de TGV. Alors, à part allumer une cigarette, je ne vois pas comment on prend l'escarbille. Ça ne représente pas grand-chose. Je dis, mais de temps en temps, il faut peut-être changer les choses. Peut-être qu'on va essayer quand même de se réveiller un petit peu. Donc, il existait dans l'administration un mode de paiement, un mode de défraiement. Et dans le cas présent, il y avait aussi de la nourriture qui était donnée. Alors, quand le frère, quand vous le lisez, on sent qu'il leur en veut parce qu'il n'y a aucun des gardiens qui n'a voulu aller à la messe. Je vous rappelle, 1905 c'était pas loin, donc c'est un peu plus sec. Puis en Belgique, c'était un peu différent. Donc il dit aucun n'a eu à souffrir, et c'est vrai qu'aucun des témoignages ne désigne un personnel. Il y a un personnel qui est décédé de la fièvre typhoïde, mais c'est tout. Aucun n'est décédé de faim. Bon. Mais encore une fois, ça ne signifie pas qu'ils ont mangé sur dos des patients. Il ne faut pas le voir comme ça. Ils vont rester quelques années. Là, je vais vous conclure. Ils vont rester quelques années à Davé-Namur, ils vont rentrer en 1919. Il aura fallu, pour rentrer en 1919, faire beaucoup de choses. Excusez-moi, vous voyez que je ne suis pas plein de mon plan, mais pour quand même aller plus vite. Voilà à quoi ça ressemblait en 1919. C'est le docteur Charpentier qui a pris les photos. D'ailleurs, il y a M. Barboteau qui a dû faire une petite exposition là-bas. Vous verrez qu'il y a des photos encore pires que celle-là. Et la personne qui va reprendre, le médecin-chef qui va venir après, c'est Madame Constance Pascal, première femme aliéniste de France. Une sacrée bonne femme, quand vous lisez sa biographie. Quelqu'un d'extrêmement intéressant, passionnant. Et elle a eu bien du courage, oui, vraiment du courage, pour aller taper sur le préfet, ou du moins à sa porte, taper sur les conseillers généraux, ou du moins à leur porte, pour récupérer des sous, pour pouvoir tout reconstruire. Parce que quand vous voyez les dégâts qu'il y avait, il faut bien savoir qu'il n'y a plus de métal là. Il n'y a plus de métal. Il y a beaucoup de destruction, vous voyez, mais surtout tout le métal a disparu. Et il faut le ramener, le métal. Le métal, vous le ramenez pas en boule, vous le ramenez déjà façonné. Quand vous n'avez plus de rail, plus rien, tout ça, ça met du temps, c'est très long. Et comme je dis, il a fallu 3 ans pour enlever les obus. Donc pour pouvoir après les cultiver. Donc elle a eu bien du courage, cette dame. Alors, là, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, et c'est pour ça que j'expliquais que je n'étais pas historien. Je suis désolé si j'étais un peu, parfois, on va dire, un peu brouillon dans ce que je dis, mais je vous ai dit que c'était une aventure absolument passionnante. Ce qui m'est arrivé, moi, c'est vraiment une des plus belles choses dans mes études, et j'ai fait 14 mémoires dans mes études, ce qui fait en passant est presque un record. J'ai eu des profs qui adoraient ça, et chaque année de droit, j'ai eu le droit, en droit, j'ai eu le droit à deux mémoires à faire. Donc celui-là était mon 14e ou mon 15e, je ne sais plus. Alors, si je disais que le silence est pesant, parce que d'abord, je n'ai aucun document d'un patient. J'ai vu des documents de patients à Davé-Namur, mais des patients de Davé-Namur, des poèmes, des dessins, des lettres de femmes qui s'adressent au médecin en demandant des nouvelles de leur mari. C'est très poignant, Des photos. Des photos qu'on voyait dans les brigades du Tigre. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, j'adorais ça quand j'étais gamin, regarder cette série-là. Il y avait un type de photo avec le col bien fermé, les moustachu forcément, et avec un chapeau. Les photos de ces gens, donc derrière des noms, il y avait des visages, il y avait plus de choses. Donc c'était très mouvant de tenir ces dossiers-là, même si ça ne concernait pas les patients que je recherchais. Donc c'est très pesant ce silence. C'est lourd de leur silence parce que j'ai rien. Je n'ai plus que tourner autour de ces gens-là, à travers 15 morts. C'est lourd parce qu'il n'y a pas de mort inscrit au monument de la commune de Prémontré.
Il m'a marqué, cet épisode-là. C'est dommage, quelque part. Autre point, Édouard Letombe. Ça, c'est Madame Plouvier qui écrivait, qui avait tant donné. N'a pas reçu la Légion d'honneur. Quand on voyait la liste chaque année de qui a la file de la Légion d'honneur, franchement, il y a de quoi faire des barricades. Hein. C'est scandaleux. Et je le dis en toute moralité, parce qu'après tout, je suis un citoyen, je suis un être moral, je suis un être humain. Peut-être pas bon historien, mais j'ai quand même des choses à dire. Je trouve que c'est vraiment traîner dans la boue, cette distinction qu'il a donnée à des... J'ai rien contre les sportifs, vous allez me dire, mais par contre, pour certains artistes, je pense que objectivement, on aurait pu s'en passer. Bref, lui, il ne l'a pas eu. Quand vous allez voir sur le monument de la famille, vous savez, c'était du béton. Hein, c'est du béton dans lequel on venait coller des coffrages, on faisait couler le béton avec l'armature en fer dedans, et c'est quelque chose d'assez grand, c'est une stèle assez grande de la famille Letombe, et le temps passe et ça se dégrade. Moi, ça m'a ému quelque part de voir ça, et j'ai pas trouvé le nom. J'ai vu le nom Letombe, mais j'ai pas vu Édouard, j'ai pas vu Marguerite, j'ai pas vu ces choses-là. Et je me dis, après tout ce que j'ai vécu, parce que j'estime avoir vécu des choses en rencontrant un tas de monde, en lisant un tas de choses, en voyant, en enseignant, j'ai même passé, il y a des enseignements qui se font à distance, justement sur les témoignages de la Première Guerre mondiale, ben vous apprenez énormément de choses. Moi j'ai eu la chance, ma grand-mère, elle était née en 1902, elle est décédée en 95. 93 ans. 1902-95, 14-18, 12-16 ans. La grippe espagnole, les premiers avions, la première télé, celle qu'il a eue dans sa rue. J'étais fier, parce que tout le monde venait regarder. J'étais assez fier, ma grand-mère comme ça. Ma grand-mère m'a fait faire le tour de ma ville, Tourcoing. Puis de temps en temps, à Tourcoing, vous avez une plaque, vous avez des traces de tir. Elle me dit, tu vois là, les traces de tir, et bien en fait, ce sont les résistants qui se sont tirés dessus pour pouvoir récupérer un véhicule. Oh, bon. Elle dit, tu vois là, monsieur Untel est tombé. En fait, monsieur Untel était cantonnier, assez porté sur l'alcool, et un soir dans la pénombre, il s'est amusé avec son balai à viser une sentinelle. C'est comme ça qu'il est mort. Je ne dis pas que c'était... Alors, vous voyez, ma grand-mère m'a dit, tu vois ce boulanger là, même le pain dur, il le vendait. Même le pain dur. Le pain, elle disait, quand on le mettait dans la soupe, il remplissait pas. Et même ça, il le vendait. Ma grand-mère, quand on se baladait comme ça, elle me racontait. Et figurez-vous que j'étais le premier de la famille à savoir qu'elle avait fait 5 jours de prison. Elle n'avait jamais osé dire. La honte pour elle. Vous savez pourquoi elle l'a fait? C'est tout bête. Le droit de glanage, vous savez ce que c'est? Ça existe depuis longtemps, depuis le Moyen-Âge, d'ailleurs, c'est son bon, le droit de glanage. Une fois que la récolte est faite, vous avez un droit d'aller glaner. Chez les Mayas, c'était amusant. Chez les Mayas, ils faisaient du maïs, et les 3 premiers rangs, vous avez le droit de vous servir. Celui qui avait faim, bien sûr, mais le droit de se servir. Là, il prévoyait déjà le glanage. Chez nous, on a un droit de glanage comme ça. Elle l'a fait. Elle l'a fait avec un vélo et une charrette. Ma grand-mère avait 9 enfants. Belle famille déjà. 9 enfants, mon grand-père était instituteur et il travaillait pour des frères, donc il payait pas beaucoup. Ça ma grand-mère, elle a toujours voulu, même si elle lui disait tout doucement comme ça, toi j'ai dû galer, enfin bref, c'est amusant. Et donc ma grand-mère, elle a été glanée, puis les gendarmes ont voulu l'arrêter. Une sentinelle allemande a renvoyé les gendarmes. On dit, Ross. Et il a planqué ma grand-mère derrière une guérite. Mais finalement, les gendarmes l'ont entendu plus loin. On pris les pommes de terre et l'ont accusée. Et elle a fait 5 jours. Elle avait honte, ma grand-mère. Et à 92 ans, j'étais le premier à le savoir. Une grande fierté, je vous le dis tout de suite. Bon, je l'ai dit à tout le monde, bien sûr, après. On était sidérés. Mes oncles étant sidérés, mais je n'ai pas bien savoir. Donc quand je dis que l'étude est lourde de leur silence, c'est parce qu'à un moment donné, on n'a pas de recueil. On n'a pas leur expression à eux, à ces patients, qui pouvaient s'exprimer. Mais on n'en a pas, et ça c'est rageant quelque part. À chaque fois que j'avais une piste, certaines pistes allaient plus loin, d'autres s'arrêtaient net, et je me dis, il y a certainement encore des choses. Et c'est ça qui me frustre un peu. Donc Édouard Letombe n'a pas eu la Légion d'honneur, sa stèle est en train de tomber. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Je ne sais pas ce qu'est devenue Mademoiselle Letombe, c'est vrai, décédée à 80 ans, 1960, ils se sont devenus les sœurs et les frères de la charité.
Donc je me suis renseigné à Gand, il y a la congrégation des frères de la charité, ils n'ont pas plus de documents. Et c'est dommage, ça me frustre, parce que quelque part j'aimerais bien continuer, ce genre de choses. Michel Herman, on ne sait pas non plus ce qui est devenu le modèle de tombe, il n'y a pas de descendant. Il n'y a pas d'écrit. Il a comment je fais ça? Enfin, il connaît les descendants, si vous voulez, mais il n'y a pas de détails. Il n'y a pas plus de détails. Alors l'après-mémoire, eh bien, il est simple. D'abord, docteur Constance Pascal, vous voyez, qu'est-ce qu'on dit d'elle? On dit qu'elle devient médecin-chef après Montré, première femme aliéniste. Mais croyez-moi, ça n'a pas été facile pour elle. Si vous avez l'occasion de lire sa vie, je vous la conseille, ça n'a pas été facile du tout. Donc, devient médecin-chef après Montré en 1920. Il faut savoir qu'en 1908, elle avait remplacé un docteur qui s'appelait Maslow. Le même qu'elle remplace là en 1920, celui qui a fui. Elle va restaurer l'architecture avec l'aide de Trajan, donc qui est un architecte, en éradiquant le taux élevé de mortalité. Ça, c'est ce que dira M. Chazot, historien aussi des sciences médicales. Elle se heurte aussi fortement au personnel encore religieux dont elle juge les habitudes thérapeutiques archaïques. Ça, c'est encore une fois qu'une version, c'est un jugement. Ça n'est certainement pas un jugement de valeur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas penser, comme on nous montre malheureusement dans les films, des choses qui sont ou blanc ou noir, tout est gris. J'ouvre une parenthèse inquiétante quand même. 98% des Américains apprennent leur histoire dans les films hollywoodiens. Je ne sais pas si vous avez vu Le Retour de Martin Guerre. Un beau film, hein, intéressant, amusant. Ils ont fait un AV absolument horrible qui s'appelle Summersby chez les Américains. Ils étaient en 1863, je crois. Et on voit un juge noir. Le premier noir à entrer dans une université américaine, c'est 1964, protégé par la police fédérale. Et je vous rappelle que 98% des Américains apprennent leur histoire par le film hollywoodien. Voilà, je ferme la parenthèse. C'est une question de culture. Après, il faut faire attention. C'est pour ça que c'est peut-être important ce que vous faites. C'est important de vous intéresser à ce que vous vous intéressez aujourd'hui. Et moi, je suis content de pouvoir participer au moins une fois dans ma vie à ça. Donc, Madame Constance Pascal, qu'est-ce qu'elle dit? Elle décrit les clôtures détruites, les cours défoncées, les principaux bâtiments majestueux aux murs meurtris, aux toits réparés et de la toile goudronnée. Dans son appartement, ni eau ni électricité. Après tout, c'est la première femme aliéniste. Ils l'ont envoyée là-bas pour s'en débarrasser, surtout. C'est ce qu'elle raconte. Donc on n'a pas fait non plus beaucoup de cadeaux. Visité par les loups. Alors là, c'est intéressant. Je ne pensais pas qu'il y avait des loups. Non, moi. Je ne pensais pas surtout qu'il devait en rester après la guerre. Mais je ne savais même pas qu'il y en existait avant la guerre. Mais bon, pourquoi pas. Avec les fouilleuses américaines de la mission de secours d'Anizy-le-Château, donc toujours si vous avez des témoignages, ça m'intéresse. Et au volant d'un puissante Ford, elle arrache au préfet et au conseil général du département le matériel de construction, les ouvriers, l'équipement hospitalier et les produits pharmaceutiques qui manquent dangereusement. Elle y combat toute violence envers les internés. Ce que nous, aujourd'hui, on appelle la violence, ce qu'on appelle la force, en fait. La force parfois nécessaire pour la maintenir, le fait de la camisole de force, avant que ça devienne, on va dire, des camisoles chimiques, c'était des camisoles, on va dire, physiques. Toute forme de violence, il faut bien s'entendre, c'est pas forcément de la violence pénale. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. N'y voyez toujours pas de jugement. Donc elle y combat effectivement toute forme de violence. On est effectivement là dans la pensée de Pinel. Elle écrira bien sûr un remarquable effectivement ouvrage sur la démence précoce, qui est un des premiers. C'est une des premières à avoir décrit la démence précoce et surtout de manière statistique. La famille G de Saint-Quentin. Quelqu'un m'a envoyé, Monsieur G, donc je lui dis, il est né à Saint-Quentin, 1855, pour les chemins de fer, a écrit 700 pages sur la vie pendant cette période-là. Il avait 2 enfants. Il avait Léon, interné après Montré en 1915 jusqu'en 1921, et Clémence, qui décédera en 1967. Il a écrit plusieurs choses, je ne vais pas tout vous lire bien sûr, mais il dit par exemple qu'il a été voir Léon, qui nettoyait les salles, qu'il a été envoyé par... c'est les Allemands qui l'ont envoyé après Montré. Pour laquelle raison, je ne sais pas, mais en tout cas, il était envoyé après Montré. Il semble qu'il inquiétait beaucoup, pas de nouvelles. Régulièrement, vous imaginez, pas de nouvelles. 5 prisonniers russes sont amenés. Que deviennent Léon et Clémence? Et là, vous voyez, au lundi 6 septembre 1915, une épidémie de fièvre typhoïde a causé la mort environ de 300 personnes. Non, 3 personnes. Mais vous voyez un peu comment les gens pouvaient vivre aussi. Vous direz, entre Prémontré et Saint-Quentin, il y a des kilomètres. De 3, on passe à 300. Une certaine logique mathématique. C'est normal.
Mais c'est dangereux parfois. Mais oui, c'est toujours intéressant à confronter. Donc pendant ces 700 pages, en fait, il va régulièrement penser à ses enfants, à ses 2 enfants. Il y en a certains, il y en a 4 qui sont bons, donc 2 internés, mais je ne connais pas les raisons. Donc, je vous passe. De toute façon, ce document, vous pourrez l'avoir, hein, je vous expliquerai comment. Et là, c'est l'interrogation. Alors, comme je vous disais, je ne suis pas historien, mais je suis citoyen. Je suis un être moral. Je pense avoir une notion du bien et du mal. J'essaie d'enseigner à mes enfants. Et pour ma fille de 12 ans, je peux vous dire que c'est dur. Mais je pense qu'on disait ça à chaque époque. Non, enfin, j'imagine. Vous savez qu'on a retrouvé un courrier d'un Romain 300 ans après Jésus-Christ qui faisait grand cas de ces jeunes feignants qui refusent de travailler, etc. Quand j'ai vu ça, j'ai appelé ma fille, je lui ai dit bon, allez, on est 300 ans après Jésus-Christ, en 2015, on va changer maintenant, donc tu vas te mettre à bosser. C'est pas facile toujours. Donc, pouvons-nous apprendre quelque chose de l'histoire? Moi, je sais que j'ai appris l'histoire de manière chronologique. Nos ancêtres, les Gaulois, d'un confin, tac, 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 on remonte. J'ai appris l'assassinat d'un tel, qui a fait ci, qui a fait ça, tac, 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 et on monte comme ça. Et je me suis posé quand même d'autres questions. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? En 1915, après Montré, on l'a vu, les gens sont morts de faim. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est 40 à 50 000 patients des asiles qui sont morts de faim. Là, avec les dossiers médicaux, hein, donc là, avec les preuves, hein, 40 à 50 000, on rigole plus, là, morts de faim. Pas par une volonté d'eugénisme. C'est pas les Allemands qui ont demandé ça, même si les Allemands avaient commencé, Hitler avait commencé dès 1934 à essayer de se débarrasser, selon une théorie de l'eugénisme qui datait de 1904-1905. C'était de philosophes, on va dire allemands, qui avaient inventé une espèce d'eugénisme en disant ce qu'il fallait faire, enfin bref, je vais pas des détails. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, 40 à 50 000 morts de faim. Aujourd'hui, vous occupez 1 mètre carré d'un pays qui, en 2014-2015, a distribué 128 millions de repas. Chaque matin, 40 000 enfants se lèvent sans savoir où ils vont dormir ce soir. Je ne vous parle pas du Burkina Faso, je ne vous parle pas d'un pays lointain. Non, je vous parle d'un pays pour lequel actuellement nous occupons chacun 1 mètre carré actuellement. Vous allez me dire, mais quel rapport à 1915? Il devient fou. Alors certainement, il y a des fois, j'avoue, je déprime. Malheureusement que mes enfants, j'ai pris beaucoup moins. Je me dis, mais alors comment on doit voir l'histoire? Est-ce qu'on s'arrête là pour 1915? Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on ne peut pas la réfléchir un petit peu, cette histoire? Comment voir l'histoire? Alors moi, en tant qu'individu, d'abord, j'ai découvert la vision transversale. Je vous parle des découvreurs de Daniel Bernstein, par exemple. Un livre magnifique, collection bouquins. Vraiment merveilleux. Je l'ai lu 7 fois, 780 pages. Je l'ai lu 7 fois avec toujours un grand plaisir. Il prend l'histoire par thème, la découverte de l'homme. Et il vous explique comment on a découvert l'homme, l'intérieur de l'homme, pourquoi c'est tel endroit, pourquoi c'est dans les pays perses qu'on a découvert d'abord l'intérieur de l'homme et les descriptions des organes. Comment on a découvert le monde, pourquoi le Portugal, tout petit par rapport à l'Espagne, a pu avoir le Brésil, enfin ce qu'on appelle le Brésil aujourd'hui. Et il me raconte qu'un roi, qui s'appelait Henri IV, le navigateur, qui n'avait jamais mis les pieds sur l'eau, était fasciné par les cartes, avait accueilli tous les juifs qui faisaient des portelans. Les portelans sont des cartes qu'on cachait, on était condamné à mort si on les volait, enfin bref. Il a accueilli tous les juifs qui faisaient des portelans qui fuyaient l'Inquisition espagnole. Et grâce à ça, il a fait le Portugal, on va dire, un pays avec des colonies immenses. Ça a l'air de rien, mais que vous dit ce livre? Il vous montre que son thématique, à différents endroits du monde, se sont fortement développés, soit par une découverte, soit par un homme, soit par un homme politique qui vient aider quelqu'un, par une décision prise. Et que vous n'avez rien de linéaire. On ne part pas de l'homme primitif, comme on nous montrait souvent, à moitié singe, jusqu'à aujourd'hui. Si nous sommes le summum du développement, il faut reconnaître que ce qu'on fait de notre planète est un peu désolant. Donc je reviens à 1915. Comment juger? Donc vous lirez ce livre. Moi, en tant que juriste de droit public, je me dis qu'il y a un point commun à tout ça. Une traduction historique de l'action de la puissance publique. Vous avez différents types d'États. La tyrannie, la démocratie, les royaumes, tout ce que vous voulez. Aucun empire ne s'est constitué sans une administration. Aucun. Gengis Khan avait inventé une administration très très forte. Les Chinois et les Mandchous à l'époque, alors on est en 1152, les Chinois par exemple, on sait, c'est avéré, à peu près en 960 on va dire, avaient inventé un système
pour désigner des juges, donc c'était des épreuves, et le juge avait interdiction, il ne pouvait pas être nommé dans la province où il était né, déjà à l'époque. Il n'y a aucun empire économique, religieux, militaire, qui n'a pu exister sans administration. Donc moi je me dis que le point commun, quand on voit 1915 après montré, quand on voit, je sais pas, ce qui s'est passé à Sarajevo, ce qui s'est passé à droite à gauche et tout, il y a un point commun. C'est de se poser la question comment la puissance publique a réagi, quels sont les moyens qu'elle avait, qu'est-ce qu'elle a voulu ou pas mettre en place. À partir de là, on peut se poser la question, qu'est-ce que nous voulons de notre société de demain? Car finalement la question est là. Que devient l'individu? Que devient la collectivité à travers la puissance publique? Et je peux vous dire que le traité qu'on prépare à signer avec les Américains permettra à une entreprise, de manière unilatérale, d'aller faire condamner l'État qui n'aurait pas pris un règlement ou une loi assez tôt. Que devient la puissance publique? Va-t-elle encore exister? C'est une question à se poser. Au stade de si on devait juger tous ces éléments-là, tous ces faits historiques, on peut se poser la question. Henri IV, le navigateur, a eu une très bonne idée. Il a fait ça, vous voyez? Il a mis ça en place. Après, vous en prenez un autre. En 1915, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, effectivement, il était entouré par les Allemands, pas d'approvisionnement, tout ce qu'on veut, etc. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais personne ne pensait faire évacuer avant. Personne n'a pensé à... Ils ont mis plus d'un an de retard. Parce que les Français ne voulaient pas qu'ils reviennent. On ne voulait pas les avoir à leur charge. Donc les Allemands les ont évacués dans le Nord. Vous voyez, à un moment donné, on peut peut-être juger aussi l'histoire, ou du moins, si on devait juger l'histoire, avoir un prisme, avoir un mode de regard. Et moi, ce mode de regard que j'ai en tant que citoyen, c'est de me dire quel a été le rôle de la puissance publique sur tel événement? Qu'a-t-elle fait? Qu'a-t-elle pas fait? Que pouvait-elle faire? Donc c'est une interrogation, l'histoire doit être une interrogation, ne serait-ce que pour éviter de recommencer, ou pour ne pas oublier ces gens qui... Alors j'ai une biographie, je vous l'épargne, parce qu'elle est énorme. Bon, bien sûr, il y a Madame Plouvier, juste quand même 2 points. L'hécatombe des fous et mort d'inanition, de Madame Isabelle, alors là accrochez-vous, parce que j'ai jamais su le dire, von Belzig-Glowen, d'accord, avec l'accent qui va bien. Extrêmement intéressant, c'est sur 39-45, ce sont les 45 000 morts dans les asiles, je vous le conseille. Tout le reste, vous connaissez, notamment M. Nivet, extrêmement intéressant. Je passe. Il y a aussi des sites qui sont très bien, tout ça vous l'aurez, donc je passe. Si vous voulez nous, et même peut-être vous aider, voici une liste de communes. Si vous avez des témoignages de cette époque, moi je suis intéressé, parce que je souhaite continuer ce mémoire. Je souhaite l'agrandir. Je souhaite aller plus loin, pas uniquement... à partir de là, par exemple, je vais bientôt me rendre à Requem, donc en Belgique flamande, où je vais être accueilli par une société d'historiens qui ont une mémoire, qui sont très intéressants, et qui m'ont trouvé des documents. Je vais pouvoir prendre des photos du cimetière où on voit encore, a priori, alors qu'on ne trouve plus après montrer, le cimetière des femmes françaises qui sont décédées là-bas, qui sont venues prémontrer. Moi, ça me touche quelque part de continuer ça. Donc, voici la liste des communes qui ont été citées par Madame Le Tombe. Donc tout ça, ça sera à votre disposition, si vous voulez. Puisqu'à un moment donné, je vous dis, si vous voulez une copie du mémoire de cette présentation, vous pouvez m'envoyer un message, je vous l'envoie, c'est sans problème. N'hésitez pas à noter, si vous ne savez pas le faire, il y a certainement quelqu'un de votre famille qui pourra le faire à votre place, ou bien vous pourrez demander à M. Thierry, je crois qu'elle sera à la disposition, M. Thierry. Ah, allô? Oui, bien sûr. Je ne vois plus. Ah, d'accord. Donc ça sera à disposition de M. Thierry, n'hésitez pas. Vous allez voir que c'est extrêmement... C'est beaucoup plus détaillé, puis j'avoue que je me dis... J'ai pas romancé, mais j'ai lu écrit que je venais parler. Voilà un dernier point. Moi, c'est une chose, quand je suis arrivé, je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout 2 points. Je vous avais dit, l'histoire, c'est pas mon truc. Enfin, en tout cas, ça ne l'était pas. Là, ça devenait passionnant. J'ai trouvé que c'était comme être un détective. Rencontrer des gens vraiment, vraiment formidables. Je vous dis, à Gand, j'ai rencontré un frère à Gand, un frère archiviste, et c'était assez fascinant. C'était passionnant. Quand j'étais à Davenamur, pareil, j'ai rencontré un prêtre qui était à la retraite. Et qui... Alors là, c'est formidable. Vous entrez dans un garage, vous avez une petite porte, vous descendez 2 marches, et là, vous avez toutes les archives à partir de 1901 jusqu'à 1960. Tout complet. Je me suis régalé.
régalé. J'ai fait des tas de photos. Alors, je vous rassure, j'ai fait des photos de chiffres. Là, actuellement, j'ai une flopée de chiffres que je vais mettre en forme, on va dire, mais ça, c'est le comptoir de gestion qui parle. Et je vais travailler pour essayer de leur donner une voix à ces chiffres-là, de ce qui s'est passé. Voilà ce qu'on voit sur la photo. Sauf ces tombes-là qui sont anonymes, parfois un numéro, la plupart du temps il n'y en a pas. La plus ancienne doit dater de 1931 ou 34, je ne sais plus. Il y avait quelque chose d'émouvant, bon, puis c'était aussi une période de ma vie où j'étais plus touché par les choses, on va dire. Je vois cette photo parce que j'en vois une là, avec des fleurs, une deuxième au fond avec un petit monument, on dirait. Et moi, ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'était effectivement de pouvoir rencontrer beaucoup de gens. Et je tenais à vous remercier, vous, présents ce soir, d'avoir eu l'indulgence de ne pas m'insulter, c'est déjà pas mal. Parce que je sais que c'est pas facile et que de m'écouter. Non, c'est si les chirurgiens le disent. Mais bon, comme j'ai raison avec les chirurgiens, je ne vous laisse pas faire avec eux. Donc je vous remercie beaucoup. L'idée, c'est pas bien sûr de partir ici le cœur triste. Soyez parce que vous êtes là, à un moment donné, il y a quelque chose, il y a des échanges qu'ils font. C'est ce qui fait un peu, c'est ce qui doit faire notre vie tous les jours, les échanges. On ne se connaît pas, je vous parle, vous ne connaissez pas. L'espace d'un instant, je ne dis pas qu'on ira fêter Noël ensemble, c'est pas ça, mais je vous dis qu'à l'espace d'un instant, je vous ai donné quelque chose, vous me donnez aussi quelque chose parce que je sais présent. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est ce que j'ai eu en faisant ce mémoire. J'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais pensé connaître. Jamais. On m'a dit, t'as le choix, tu peux aller voir un tel, je ne serais pas allé. Quelle perte j'aurais eu. Et là, j'ai gagné beaucoup. Je peux vous dire, j'ai vraiment gagné beaucoup. Alors, vous voyez, toutes ces tombes anonymisées. Anonymisées pourquoi, finalement? Parce qu'avant, c'était caché. La folie était cachée, il ne faut pas l'oublier. Elle était cachée, comme le handicap. Vous avez encore des pays où la folie et le handicap sont cachés. Au Pakistan, en Afghanistan, par exemple, la folie, elle est vue parfois... comment dire ça? Elle n'est pas forte. La personne est touchée par Dieu. D'accord? Mais ce n'est pas pour autant qu'on s'habitue à vivre avec. C'est très difficile. Il y a des pays où la folie, par exemple, n'était pas forcément un signe d'exclusion de notre société. Chez nous, oui. Chez nous, on a gardé, par exemple, parfois les fous parce qu'ils avaient un impact économique dans la famille. Mais souvent, c'est la honte. On a l'impression de regarder un immigré. Vous savez? Ou d'entendre Jacques Brel avec la pendule du salon qui dit oui, qui dit non. Toute une époque où, à un moment donné, culturellement, on pensait que la folie, c'était la honte. Et donc toutes ces tombes, vous voyez, sont anonymisées. Vous voyez, tout ça, c'est uniquement du béton. Hein. C'est une armature en fer, c'est du béton. Il y a une petite encoche où t'entends, on voit un numéro. Il n'y a plus de registre. Il n'y a plus de registre non plus. Vous vous rendez compte? Alors vous allez me dire, il n'y a plus rien en dessous, ça je vous le confirme aussi, mais il n'y a plus de registre. Et j'ai découvert un truc fascinant. Au fond, à gauche, là-bas, il y a une tombe qu'on ne voit pas là. Et curieusement, il y a des fleurs et il y a un petit ourson. Et une peluche. Je crois que j'ai jamais autant fumé que ce jour-là. J'étais pas bien. Je me suis dit, mais je tombe sur un monde inconnu, je découvre des choses, qu'est-ce qui m'arrive? Et je vois encore cette peluche, je vois encore ces fleurs, et ça fait drôle. Voilà, je vous remercie. J'ai un ami qui a fait une thèse d'histoire du XIIe siècle sur la montée aux Pyrénées. Et je ne sais pas, je sais qu'il l'avait